Bonjour tout le monde, c'est Ericolis et j'espère que vous passez une excellente journée. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser toutes les actions d'HC Action Pack Astro version 1.4. Et je vous rappelle également qu'il existe une version gratuite du pack, donc je vous mets le lien vers la version gratuite dans la description. Pour que vous puissiez vous retrouver facilement dans cette vidéo, il y a des chapitres, donc n'hésitez pas à utiliser les chapitres pour naviguer et pour retrouver la partie dont vous avez besoin, puisque cette vidéo va être très longue, puisqu'il y a beaucoup d'actions dans le pack. Allez, c'est parti. Et nous sommes à présent dans Photoshop, et pour retrouver les actions, il suffit de venir cliquer ici, et vous aurez en fait la liste des actions. Donc si vous avez plusieurs packs d'actions, vous pourrez voir donc les différents packs ici, et donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser HC Action Pack Astro version 1.4. Si vous ne voyez pas donc ce petit bouton juste là, il suffit de venir ici dans Fenêtre, et ensuite de cliquer sur Action pour le faire apparaître. Donc tout d'abord, au niveau de la présentation du pack, vous voyez qu'en fait il y a différentes catégories, comme réduction de la taille, pollution lumineuse et foncielle, actions combinées, etc., etc. Je précise aussi que les noms des actions vous donnent des indications sur leur utilisation. Donc par exemple, si on regarde cette action-là, il y a marqué, entre parenthèses, supre auto du sujet sélectionné. Donc si on n'a pas sélectionné de sujet, ça ne fonctionnera pas. Ça c'est important puisque les messages d'erreur de Photoshop ne sont pas très clairs à ce niveau-là. Donc si vous lancez une action et que ça ne fonctionne pas, il faut réfléchir à ce que vous êtes en train de faire. Si vous tentez de lancer une action qui nécessite une sélection et que vous n'avez pas fait de sélection, ça ne va pas fonctionner correctement. Soit il va vous afficher un message d'erreur, soit dans certaines situations, il se peut que l'action puisse quand même se lancer, mais à ce moment-là, vous n'aurez pas un résultat normal en utilisant l'action. Il faut donc bien lire en fait à quoi servent les actions. Vous avez aussi une description donc sur le site web, et dans cette vidéo, on va voir donc comment utiliser toutes les actions une par une. Donc pour commencer, dans cette première catégorie, on a donc augmenter la taille de l'image ou réduire la taille de l'image. J'ai créé ces actions tout simplement parce que parfois en astrophotographie, il faut faire des modifications de la taille de l'image, et pour éviter d'avoir à chaque fois à passer par le menu, et aussi pour avoir tout de suite le bon algorithme qui est sélectionné, j'ai donc créé ces quelques actions. Donc la première action, augmenter la taille de l'image, ça va surtout servir quand vous allez faire des images starless en utilisant StarNet++ V2. Puisque StarNet fonctionne beaucoup mieux lorsqu'on augmente la taille de l'image avant de créer l'image starless. Et je vous conseille donc de toujours utiliser cette action avant d'enregistrer une copie pour la faire passer dans StarNet. Donc tout simplement, si par exemple ici je lance cette action, voilà, ça augmente la taille de l'image. À l'inverse, une fois que vous aurez créé votre image starless et que vous l'aurez réimportée dans Photoshop, vous aurez donc votre calque starless, il faudra donc réduire la taille de l'image pour retrouver une image qui a une taille normale, sinon ça va créer un document extrêmement volumineux, ça va être très lourd et chiant à traiter. Donc à ce moment-là, vous allez tout simplement cliquer sur réduire la taille de l'image, et ici on choisit la version 50%, puisque si on a mis à 200% la taille de l'image, pour retrouver donc la taille normale, on va utiliser 50%. Donc là, si je clique là-dessus, hop, vous voyez, je retrouve donc mon image avec sa définition normale. Ici, je vais quand même revenir en arrière, même si, logiquement, le fait d'augmenter une fois et de réduire la taille, ensuite, ne va pratiquement rien changer à l'image. En dernier, on a donc la version réduire la taille de l'image, mais cette fois-ci 33%. Donc ça va servir si par exemple vous faites un drizzle x3 dans un logiciel d'empilement, ça va donc tripler la définition. Si vous voulez ensuite baisser la définition pour avoir la définition normale, vous allez utiliser donc cette action-là. On continue maintenant avec les actions qui vont servir à enlever la pollution lumineuse. Il y a donc pas mal d'actions qui servent à faire ça, tout simplement parce que en astrophotographie, il y a vraiment plein de sujets différents et plein de situations différentes. Donc ces premières actions, celles avec la petite étoile à côté, vont surtout servir pour les photos de la Voie lactée. Et les actions suivantes, donc ces 4 actions-là, vont surtout servir pour les photos de galaxies. Je n'ai pas créé d'action dédiée aux nébuleuses, tout simplement parce que enlever la pollution lumineuse des nébuleuses, c'est un petit peu compliqué. Honnêtement, je trouve que Photoshop ne le fait pas très bien dans l'ensemble, puisque en fait on n'a pas vraiment de fond de ciel sur lequel on peut se baser.
où on a très peu de fond de ciel du moins, puisque souvent il y a des nuages de gaz un petit peu partout, et donc à ce moment-là je conseille plutôt d'utiliser un logiciel dédié à ça, comme Graxper par exemple, qui est gratuit, qui est disponible sur macOS et sur Windows, et qui globalement a l'air de très bien fonctionner. Vous avez aussi donc des options pour faire ça dans des logiciels comme AstroPixel Processor par exemple, PixInsight, Cyril, etc. Bref, la majorité des logiciels Astro vont avoir donc des outils qui permettent d'enlever les dégradés de pollution lumineuse. Cependant, pour les photos de Voie lactée, par exemple, je trouve que les logiciels Astro ne se débrouillent pas très bien en général, et c'est pour ça que j'ai donc créé cette liste d'actions dédiées à ça. Et comme vous allez le voir, ces autres actions qui sont en dessous sont vraiment puissantes et vont permettre aussi d'aller plus loin que ce qu'on pourrait normalement faire dans un logiciel dédié à l'astrophoto. Donc on va commencer par ces actions-là, et je vais tout d'abord lancer cette première action qui s'appelle supprimer la pollution lumineuse de la Voie lactée, entre parenthèses, prépa comme préparation, et sélectionner le sol. Il me dit donc de sélectionner le sol avant de continuer. Donc ça, c'est une première particularité des photos de la Voie lactée, puisque souvent, eh bien, on va avoir des montagnes, des arbres, des choses, c'est normal, hein, puisqu'on a envie d'inclure un premier plan, mais là, pour l'instant, je suis juste en train de montrer comment traiter le ciel. Donc, ici, je vais utiliser le lasso, qui est juste là, et je vais tout simplement sélectionner par là, parce qu'en réalité, il y a un petit bout de montagne, et ensuite, je vais appuyer sur Maj pour sélectionner aussi cet arbre qui dépasse dans le cadre juste là. Voilà, donc une fois qu'on a sélectionné ces choses-là, je lance l'action. Donc je clique sur Play ici. Hop, voilà. Donc ici, il a tout simplement créé un fond blanc, et il a aussi créé comme un cadre très fin. Et je vais vous expliquer pourquoi il fait ça. Si je zoome sur l'image et que je désactive donc cette image et celle-là, voilà, pour retrouver donc l'image de base, vous voyez qu'ici, en fait, on a des pixels sombres en bord de cadre. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent quand on fait les empilements, et ça va créer des problèmes lorsqu'on va essayer d'enlever la pollution lumineuse. Et c'est pour ça que l'action fait ça, mais dans l'idéal, je vous conseille quand même de recadrer un petit peu l'image pour les éliminer, puisque ces pixels ne servent à rien. Mais même si vous avez oublié donc de recadrer, grâce à ça, les actions vont quand même pouvoir fonctionner correctement. Donc on va revenir ici, on va réactiver donc ces deux calques-là, et maintenant on va regarder donc cette courbe qui s'appelle point noir auto. Donc si on clique là-dessus, en fait, ces actions vont fonctionner grâce au mode automatique des courbes, qui sont vraiment très puissantes. Mais il faut être sûr que le mode automatique est bien configuré. Donc pour ça, vous allez appuyer sur la touche Alt ou Option si vous êtes sur un Mac, et vous faites un clic gauche sur le bouton automatique. Et plutôt que de simplement lancer le mode automatique, ça va ramener les paramètres donc des courbes automatiques. Donc ici, on va choisir la troisième option, rechercher les couleurs claires et foncées. On va décocher le magnétisme des tons moyens neutres. Et ici, on va vérifier qu'on a bien l'écrêtage qui est à 0 et 0. Enfin, on va cliquer sur noir, et on va vérifier qu'on est bien à 0, 0, 0. Donc on a vraiment un noir pur. Pareil pour les blancs, on va cliquer une fois sur blanc, et on va vérifier qu'on est à 255, 255, 255. On valide, on coche la petite case enregistrée comme valeur par défaut, et on fait OK. Une fois que vous l'aurez fait, c'est enregistré, vous n'aurez plus jamais besoin de revenir dans les paramètres des courbes auto pour refaire ça. C'est-à-dire vous le faites une fois et ça suffit. Donc là, par exemple, si je réinitialise donc cette courbe et que je clique tout simplement sur automatique, vous voyez, il va faire automatiquement ce réglage-là. C'est important puisque là, on va beaucoup cliquer sur ce bouton automatique pour pouvoir enlever les dégradés de pollution lumineuse. Donc maintenant, ce qu'on va faire, là, vous voyez, ça a déjà enlevé donc pas mal de pollution lumineuse, mais maintenant, on voit très clairement le dégradé. Donc ici, on va venir là, et on va lancer donc la deuxième action qui est générer les dégradés de bas en haut, puisque là, on a un dégradé qui commence en bas, et qui monte ensuite. Je clique là-dessus, et vous voyez, il me crée un dossier, et dans ce petit dossier, j'ai donc plein de dégradés, et on va s'en servir dans un instant. Ici, je vais même le relancer, donc ça va me créer en fait une deuxième fois un dossier de dégradés, puisque sur cette image, je sais que j'ai besoin de le faire 2 fois pour bien enlever ce dégradé de pollution lumineuse. Donc là, tout simplement, on va aller sur chaque courbe, et on va cliquer sur automatique. Et en fait, il va automatiquement nous faire les réglages nécessaires pour enlever le dégradé progressivement, vous voyez? Donc je fais tout simplement comme ça, je clique à chaque fois. Je précise aussi que la raison pour laquelle l'action ne fait pas ça automatiquement, c'est-à-dire qu'initialement j'avais créé une action qui cliquait automatiquement sur automatique, pour que vous n'ayez pas à le faire, mais il y a un bug dans Photoshop 2023 qui fait que les valeurs appliquées lorsqu'on le fait par le biais d'une action ne sont pas bonnes. Donc on est obligé de le faire manuellement. Donc maintenant je continue ici, je vais le refaire, donc je fais automatique, 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 voilà tout simplement.
Ça va quand même beaucoup plus vite que de le faire à la main. Je précise aussi que j'ai une vidéo complète sur la soustraction de pollution lumineuse sur les photos de la Voie lactée, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Je vous mets donc cette vidéo aussi en description, parce que là je vais aller un petit peu vite, le but n'est pas d'expliquer tout ça en détail, mais plutôt de vous montrer simplement comment fonctionnent les actions. Donc là vous voyez, grâce à ça, on a pu déjà enlever donc ce premier dégradé, et vraiment il est bien parti, c'est-à-dire que là on a quand même enlevé très efficacement, et je précise aussi que même si le fond de ciel est très sombre, ces actions sont conçues pour ne pas écrêter d'informations, c'est-à-dire normalement ils ne vont pas boucher de pixels, donc si par exemple j'ajoute une courbe qui relève l'exposition, donc ici par exemple je vais mettre une courbe arcsin 10, vous voyez, là en fait il n'y a rien qui est vraiment bouché, c'est-à-dire qu'on a bien des informations dans les tons foncés, c'est simplement que pour l'instant c'est très très sombre, mais vous pourrez tout simplement relever l'exposition après si vous le souhaitez. Donc on va continuer, maintenant on va utiliser la troisième action pour la pollution lumineuse, qui est donc générer les dégradés sur un angle personnalisé. Puisque vous voyez ici j'ai aussi de la pollution lumineuse qui vient sur un angle, donc tout ne vient pas en fait du bas, là ça vient sur un angle. Donc là tout simplement je clique là-dessus, et cette fois-ci donc il me propose donc de gérer manuellement l'angle. Donc ici, je vais mettre quelque chose comme, voilà, 35 degrés à peu près, c'est pas mal, et je peux aussi déplacer un peu le dégradé, donc quelque chose comme ça, moi ça me semble pas mal du tout. Donc là, je vais cliquer sur OK, et là, pareil, il va me générer tous les dégradés. Donc de nouveau, je viens ici, et je clique sur automatique. Voilà. Donc vous voyez, ça m'a maintenant enlevé une très grande partie de la pollution lumineuse qui venait de cet angle-là. Donc maintenant, on va continuer, on pourrait refaire sur un angle éventuellement, mais j'ai envie de vous montrer donc comment utiliser toutes les actions. Donc là, on va utiliser la version générer les dégradés à partir d'une sélection. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une sélection. Donc là, je vais prendre l'outil lasso, et je vais venir donc sélectionner tout simplement la pollution lumineuse, donc elle vient à peu près, voilà, quelque chose comme ça. On n'a pas besoin d'être hyper précis. Voilà, je fais ça, et donc je vais lancer maintenant cette action-là. Donc là, vous voyez, il me demande un rayon, puisqu'en fait, il me demande donc le rayon du dégradé. En somme, est-ce que j'ai un dégradé qui est très progressif, ou est-ce que j'ai un tout petit dégradé? Donc j'ai mis 500 pixels de base, mais vous pouvez évidemment modifier la valeur, donc n'hésitez pas à tester différentes valeurs, en fonction de l'image et en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Il faudra peut-être utiliser une valeur moins élevée ou une valeur plus élevée. Donc là, je vais cliquer sur OK, voilà, et de nouveau, il m'a généré donc tous les dégradés. Donc je sais qu'à chaque fois, ça enlève une toute petite partie de la pollution lumineuse, mais il vaut mieux faire comme ça d'une manière très progressive, sans écrêter l'information, et on va dire qu'on va obtenir un rendu très naturel en faisant comme ça, plutôt que d'essayer de tout enlever d'un coup, ce qui crée souvent des rendus assez moyens. Donc là, vous voyez, ça a quand même bien réduit au final la pollution lumineuse. Voilà. Donc là, on pourrait continuer comme ça, mais encore une fois, comme c'est une vidéo qui est juste là pour vous montrer comment utiliser les actions, je vais pas passer trop de temps là-dessus, mais juste avant de continuer, je précise que ici, on pourrait évidemment continuer à enlever la pollution lumineuse. Donc pour ça, par exemple, si j'ajoute une courbe et que je clique sur la pipette point noir, si je viens cliquer par ici, voilà, hop, ça va faire ça. Donc là, ensuite, j'inverse le masque, donc CTRL-I, et je prends donc mon pinceau, par exemple, qui est juste là avec la touche B, et ici, donc je vais mettre le lissage à 0, et le flux, je vais le mettre à, je pense, 3%, quelque chose comme ça. Donc là, avec ce pinceau, je vais aussi le rendre assez grand et avec une dureté à 0, je veux que ce soit très doux. Et là, tout simplement, si je viens donc peindre un petit peu par là, vous voyez, ça va enlever la pollution lumineuse qui reste très efficacement, et avec beaucoup de précision. Voilà. Encore une fois, ça ce sont des choses que vous pouvez voir dans la vidéo dédiée à ce sujet, donc je vais pas passer trop de temps là-dessus. Mais vous voyez, vous pouvez achever la pollution lumineuse qui reste, mais l'avantage que vous allez avoir en utilisant les actions, c'est que initialement, ça va vous créer quelque chose de très uniforme qui va être beaucoup plus propre. On peut d'ailleurs utiliser les actions suivantes, même si elles sont dédiées aux photos de galaxies de base, on peut aussi s'en servir donc sur les photos de la Voie lactée, mais c'est généralement une bonne idée de commencer par les actions dédiées à la Voie lactée, et ensuite potentiellement de finir de peaufiner en utilisant les actions suivantes. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, vous pouvez tout simplement désactiver donc ces calques-là pour retrouver en fait une image normale, mais vous pouvez aussi donc utiliser cette action-là, donc supprimer les calques et couches temporaires. Donc si je lance ça, vous voyez, ça va automatiquement supprimer donc les calques et couches temporaires. Ici,
hop, personnellement, je vais les remettre pour l'instant. On sait jamais, ça peut toujours servir. Et on continuera ensuite à utiliser cette image, probablement dans la suite de cette vidéo. On passe maintenant à la prochaine petite série d'actions, et on va utiliser une autre image pour ça. Donc là, on est sur une photo de la galaxie d'Andromède, et cette photo a pas mal de défauts, et elle a notamment un problème de dégradé assez important. Pour gérer ce genre de dégradé, on peut aussi utiliser un plugin, comme par exemple Gradient Exterminator, mais c'est un plugin qui est payant, et on peut faire ça en réalité directement dans Photoshop, et comme pour l'exemple précédent, j'ai aussi créé une vidéo où je montre comment faire ça manuellement dans Photoshop. Donc si ça vous intéresse de vraiment comprendre comment ça fonctionne, je vous invite à regarder cette vidéo, vous pouvez aussi la retrouver dans la description. Donc ici, j'ai ce dégradé, j'aurais pu l'enlever plus tôt dans le traitement, mais ici, tout simplement, j'avais oublié de le faire, et parfois, même quand on pense avoir bien fait, on peut avoir des restes de dégradé, et à ce moment-là, ça peut être intéressant de pouvoir les corriger directement dans Photoshop. Donc ici, on va avoir 3 actions dédiées à ça, donc supprimer la pollution lumineuse et uniformiser, et comme on va voir juste après, ça permet vraiment d'uniformiser aussi les images. Donc parfois on va avoir des problèmes de variation au niveau des fonds de ciel, des choses assez étranges, et on va pouvoir vraiment uniformiser tout ça avec ces actions. Donc là on a 3 versions, puisque la première version nous propose de supprimer manuellement le sujet, parce qu'en fait notre but va être de créer un calque où il n'y a que les choses qu'on ne veut pas, c'est-à-dire les dégradés et la pollution lumineuse. Donc il ne faut surtout pas que notre sujet soit présent sur ce calque-là. La deuxième version nous permet donc de supprimer automatiquement le sujet sélectionné, et la troisième version, c'est une version sans suppression qui sert donc à faire des traitements localisés. Donc pour l'instant, on va lancer donc cette première version, suppression manuelle du sujet, et je clique donc, hop, voilà, tout simplement sur Play, et là il me dit de supprimer les sujets avant de continuer. Donc là, il faut que je les supprime manuellement, donc ici vous utilisez l'outil de votre choix, là par exemple je suis sur le tampon de duplication, donc là, par exemple, imaginons, je peux commencer donc à supprimer ça, voilà, et je peux ensuite continuer donc en supprimant la galaxie, voilà. Donc là, normalement, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est de le faire vraiment assez proprement, on va dire, mais vous voyez, sur une image comme ça, c'est pas forcément évident, parce qu'on a un dégradé assez fort. Donc ici, ce que je vais faire, je vais annuler donc cette version-là, et on va utiliser la version automatique, puisque vous voyez qu'ici, c'est un petit peu difficile à faire. Et de toute façon, c'est le même principe, ça fait la même chose, mais en fonction de la situation, parfois c'est mieux de le faire manuellement, parce que parfois c'est assez facile à faire manuellement et ça va nous permettre vraiment d'avoir beaucoup de contrôle, mais très souvent la version automatique va aller très vite et fonctionne très très bien. Donc ici, il nous dit tout simplement donc de sélectionner le sujet, puisque c'est suppression automatique du sujet sélectionné. Si je ne sélectionne pas de sujet, ça ne va pas fonctionner. Donc ici, hop, je vais faire une sélection au lasso, on n'a vraiment pas besoin d'être précis, vous faites vraiment une sélection comme ça, vous vérifiez bien que tout le sujet est présent, voilà. Et ensuite, je clique donc sur l'action. Donc là, vous voyez, notre sujet a disparu, et là, il nous propose d'appliquer un anti-poussière pour enlever les étoiles, puisqu'encore une fois, on a envie de garder les étoiles, donc il faut qu'on les enlève du calque des choses dont on ne veut pas. Donc là, on est sur un rayon de 80 pixels, en général, ça suffit, mais pour cette image, je pense que je vais aller sur un rayon encore plus important pour avoir quelque chose d'un peu plus lissé. Je vais faire OK, voilà. Maintenant, il nous propose un lissage supplémentaire, donc là, tout d'abord, ça c'est un contour progressif qui s'applique au niveau de la sélection, donc 500 pixels, ça va par défaut, mais encore une fois, vous pouvez la modifier pour l'adapter à vos images. Là, je vais faire OK, et là, vous voyez, il applique un lissage supplémentaire pour vraiment essayer d'avoir un calque de pollution lumineuse qui est bien lisse, qui est bien précis. Donc là, je vais faire OK, voilà. Et maintenant, il est en train d'appliquer ce calque, et là, ce qui est très important, c'est de ne pas avoir le décalage donc à 0. Si par exemple je mets un décalage à 0, donc souvent par défaut ça va être le cas, en fait ce qui va se passer, vous allez écrêter des informations dans les tons foncés. Donc ici, je vous conseille généralement d'utiliser une valeur de 10 au moins, et souvent je dirais même 20 pour être sûr que vous n'êtes pas en train d'écrêter des informations. L'échelle par contre, on va toujours laisser à 1, et normalement il va automatiquement vous mettre sur la bonne opération qui est soustraction. Et il va toujours automatiquement sélectionner les bons calques, tout ça. Donc là, je clique sur OK, et de nouveau, je précise, je vous laisse le contrôle là-dessus, parce qu'en fonction de l'image, peut-être que vous allez vouloir utiliser une valeur différente. Donc là, décalage de 20, je trouve qu'ici ça va très bien, et je vais faire OK. Donc là, vous voyez, il nous a tout simplement uniformisé vraiment le fond de ciel, donc ça va vraiment beaucoup mieux, donc avant on avait ça, maintenant on a ça, et si après vous voulez modifier la valeur du fond de ciel, rien ne vous empêche d'ajouter une courbe, d'attraper le point noir, et par exemple de relever, imaginons le fond de ciel, si vous voulez un fond de ciel un peu plus gris, ou si au contraire vous voulez un truc un peu plus foncé, voilà, vous pouvez le modifier après, mais il faut juste faire attention au moment
de faire ces opérations, qu'on n'est pas en train de décréter des informations. Donc maintenant, je vous montre la troisième version. Donc ici, ça va être la version donc localisée. Donc là, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de suppression de sujet. Donc je clique tout simplement sur Play. Et ici, de nouveau, je pense que je vais utiliser 200, c'était pas mal. Voilà. Voilà, donc ici, je vais laisser ces valeurs-là. C'est pas mal du tout. Et maintenant, de base, ça ne fait rien, et c'est fait exprès, puisqu'encore une fois, c'est uniquement quelque chose qu'il faut appliquer localement. Donc, de base, il y a un masque noir qui se met, et ensuite, vous appliquez donc le traitement là où vous avez envie de l'appliquer. Donc ici, par exemple, je vais utiliser un dégradé, donc ici, je vais utiliser le dégradé classique, et je vais tout simplement, par exemple, venir l'appliquer par là, et vous voyez, ça va venir corriger automatiquement les différents problèmes qu'il y a. Donc ici, sur cette image, clairement, ça serait plus pertinent tout simplement de le faire globalement, avec une des premières actions, mais il y a des situations où on peut avoir besoin donc de l'appliquer d'une manière localisée, et c'est très très intéressant de pouvoir le faire, et on peut aussi utiliser un pinceau, par exemple. Donc ici, je peux par exemple mettre, allez, 10%, et je peux venir donc appliquer, en fait, hop, ça par là. Je précise par contre qu'il faut faire attention, puisque si j'appuie sur la touche Maj pour voir ce que ça donne sans masque, vous voyez, ça détruit complètement le sujet. Donc il faut faire attention à ça, c'est-à-dire que cette action, vraiment, encore une fois, c'est dédié à une utilisation localisée, c'est une variante qui sert vraiment à l'appliquer localement, manuellement, à différents endroits. Donc il ne faut surtout pas enlever, en fait. Si vous supprimez ce masque, vous allez nuire fortement au rendu de votre image, donc je vous déconseille fortement de faire ça. Voilà, donc on va pouvoir continuer, puisque maintenant on a une dernière action dans cette catégorie qui s'appelle uniformiser le fond de ciel synthétique. Donc pour utiliser cette action de fond de ciel synthétique, j'ai décidé d'utiliser un autre exemple, puisque ça sera beaucoup plus pertinent ici, parce que sur notre image il n'y avait pas vraiment de problème de fond de ciel, si on n'a pas grand chose à corriger, eh bien l'action ne sert pas à grand chose. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de problèmes, donc c'est Antoine qui m'a fourni cette image pour cette démonstration, donc je le remercie, et je mets aussi en lien dans la description son site web, enfin bref, son Instagram, vous trouverez un lien en gros vers ses photos et vous pourrez aller voir ce qu'il fait, il fait vraiment de très belles photos, mais sur cette photo-là, il a eu plein de problèmes de fond de ciel, et on va voir ensemble comment corriger ça. Donc, tout d'abord ici, on va faire un petit recadrage, parce qu'on a clairement beaucoup de problèmes en bord de cadre, donc là, tout simplement, avec l'outil de recadrage de Photoshop, voilà, je vais faire quelque chose comme ça, voilà, on va pas y passer trop de temps non plus, et je vais faire supprimer, ok. C'est vrai qu'on a encore ce truc bleu sur la droite, donc voilà, on va faire ça. Voilà, ça devrait aller. Donc là, déjà, on a enlevé ça, mais vous voyez, le fond de ciel est bizarre, il y a comme des lignes, il y a pas mal de problèmes d'uniformité, bref, c'est pas terrible. Donc là, ce qu'on va faire, on va utiliser de nouveau une des actions précédentes d'abord pour faire une première uniformisation, on va dire, de l'image, et ensuite, on va utiliser le fond de ciel synthétique. Donc cette action, je vous conseille pratiquement toujours de l'appliquer après avoir utilisé une des actions précédentes, puisque les actions précédentes vont faire un petit peu un travail global d'uniformisation, et ensuite, cette action-là, donc uniformiser le fond de ciel, c'est une action complémentaire qui va venir vraiment uniformiser le fond de ciel, mais il faut déjà avoir un niveau d'uniformité qui est pas trop mal, et ici c'est vraiment moyen. On va donc commencer par utiliser une des actions précédentes, là je vais utiliser la version avec sélection je pense, ça sera relativement simple, donc ici on va sélectionner cette étoile, voilà, on va sélectionner le sujet, donc j'appuie sur la touche Maj pour sélectionner plusieurs choses en même temps, on peut aussi éventuellement sélectionner ça, là, voilà. On pourrait prendre le temps de sélectionner plus d'étoiles, mais ça devrait faire l'affaire, je pense. Donc là, je clique, hop, sur Play, et ça devrait déjà être pas mal. Donc là, si on regarde, bon, on peut voir qu'on aura quelques étoiles où la lueur va être un petit peu affectée, mais c'est pas très très grave ici. Là, je vais un petit peu vite, Donc allez, on va lancer avec 80, ça devrait faire l'affaire. Donc là, pareil, le contour progressif, bon, allez, on peut mettre, je vais mettre 250 ici, et ici, allez, 250, je pense que ça fait amplement l'affaire, voilà. Donc ici, comme tout à l'heure, il nous demande donc d'uniformiser, il nous demande donc la valeur de décalage, donc ici, je pense que 30, c'est un petit peu plus approprié, et je valide. Donc là, vous voyez, ça nous a déjà permis, en fait, de pas mal uniformiser ce fond de ciel, donc ça va déjà beaucoup mieux, mais c'est loin d'être parfait. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va passer donc à cette fameuse action uniformiser le fond de ciel, et on va lancer ça.
Donc là, il fait quelque chose de bizarre, il nous demande une valeur de bruit. Vous pourrez la modifier après. Donc pour l'instant, je vais laisser sur 1%, mais c'est tout simplement parce qu'en fait, il va venir mélanger un fond de ciel synthétique avec le fond de ciel réel de l'image, et si on mélange quelque chose où il n'y a pas du tout de bruit, eh bien ça va faire bizarre, parce que naturellement, dans les images, il va toujours y avoir un léger grain, et en fonction de la quantité de bruit que vous avez, il faudra modifier cette valeur. Donc là, on va laisser sur 1%, je pense qu'ici, ça sera pas mal, mais encore une fois, on peut toujours le modifier après. Donc là, je vais faire OK, voilà. Et là, il nous propose une courbe, et de nouveau, c'est non destructif, hein, donc vous pouvez revenir en arrière et le modifier après, et en modifiant la valeur de cette courbe, vous voyez, ça va uniformiser plus ou moins le fond de ciel. Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est trouver la bonne valeur, parce que si on va trop loin, vous voyez, je dévore les sujets. Donc on va essayer de trouver la valeur qui permet donc de bien uniformiser le fond de ciel, mais sans trop nuire au sujet. On va quand même pouvoir traiter localement aussi, hein, pour récupérer les zones du sujet s'il y a des problèmes, mais ici, on va surtout se focaliser donc sur le fond de ciel. Donc je pense qu'ici, il faudrait peut-être monter encore un tout petit peu. Voilà, quelque chose comme ça me paraît pas mal. Et là, je vais valider. Voilà. Donc là, si on regarde, eh bien, ça a vraiment fait un super travail d'uniformisation. Hein. C'est-à-dire que là, on a vraiment un fond de ciel qui est beaucoup plus uniforme. Ça va vraiment beaucoup mieux. Et si on regarde de près, on s'aperçoit aussi qu'en fait, le niveau de bruit a quand même vachement baissé aussi. Hein. Donc en uniformisant, il est aussi en train donc d'enlever les soucis de bruit chromatique et les choses comme ça. Donc c'est vachement intéressant. Par contre, si on regarde ici au niveau du sujet, on voit que on a quand même perdu un petit peu au niveau, on va dire, de la lueur du sujet, de petites traces vraiment peu visibles, on a quand même des choses qui disparaissent. Cependant, rien ne nous empêche d'ajouter un masque donc sur notre fond de ciel synthétique, et ensuite avec un pinceau, on peut venir retravailler localement pour récupérer ces zones. Donc là, je vais mettre du noir, hein, donc je vais cacher mon fond de ciel synthétique à certains endroits. Voilà, donc je peux d'ailleurs le désactiver pour voir un petit peu où est-ce que j'ai perdu des choses, donc un peu par là, un peu par là. Voilà, quelque chose comme ça me semble pas mal. Par contre, ce qui arrive parfois, comme on peut le voir ici, c'est que là, on se retrouve quand même avec des zones un peu plus sombres, donc ça fait un peu bizarre, parce que oui, on est en train de récupérer, mais au final, la valeur de mon fond de ciel synthétique est un petit peu différente de la valeur de mon fond de ciel que j'avais de base, ce qui est normal, hein, puisque si la valeur du fond de ciel synthétique n'était pas plus élevée, ça ne permettrait pas d'uniformiser. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut ajouter une courbe, et je vais copier ce masque en faisant Alt ou Option, clic gauche, je copie, hop, je glisse comme ça et je lâche. Et là, il nous demande remplacer le masque de fusion, et je vais lui dire oui. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir tout simplement prendre cette courbe, je clique sur le point noir, et là c'est l'inverse de ce que je veux, parce que pour l'instant c'est en noir, donc là je fais CTRL-I ou Commande-I pour inverser, et maintenant j'ai ce que je veux. C'est-à-dire qu'en fait, je peux relever le point noir, mais uniquement sur les zones où j'ai masqué le fond de ciel synthétique. Et en faisant ça, vous voyez, ça va nous permettre en fait de ramener les valeurs à quelque chose de plus normal. Si on enlève les deux, voilà. Là, en gros, on n'a pas vraiment perdu de choses au niveau du sujet, et ça nous a permis d'uniformiser fortement le fond de ciel. Vous pourrez prendre le temps, hein, de s'appliquer, d'aller plus loin. Je vous conseille aussi généralement de bien zoomer et de vérifier que les niveaux de bruit sont similaires. Donc si par exemple vous avez du bruit qui est beaucoup plus élevé au niveau de votre sujet par rapport au fond de ciel ou inversement, ça risque de faire un peu bizarre. Donc vous pouvez prendre le temps de peaufiner ça, puisqu'ici vous pouvez double-cliquer sur ajout de bruit, et vous pouvez remodifier la valeur après. Donc si imaginons je vais mettre un truc super fort, comme 10%, vous voyez, je peux modifier la valeur après. Donc là je vais annuler ça. Mais voilà, faites attention, juste vérifiez que tout est relativement uniforme si vous commencez à faire un traitement localisé comme on vient de le faire là. Mais en tout cas voilà, il reste quelques petites choses, hein, qu'on pourrait retoucher, mais dans l'ensemble, il faut garder à l'esprit qu'on est parti de ça, hein, donc on avait vraiment des problèmes, des variations colorimétriques, des sortes de bandes, des choses comme ça, et que maintenant on est là, donc ça va quand même beaucoup mieux. Et vous voyez, ça n'a pas été très long ou compliqué à faire en utilisant ces actions. Juste avant de continuer, je voudrais préciser qu'on peut évidemment modifier la valeur du fond de ciel, donc si la valeur est trop élevée, vous pouvez tout simplement ajouter une courbe et vous bougez le point noir pour avoir le fond de ciel que vous voulez. On va maintenant reprendre le traitement de cette photo de la Voie lactée pour voir comment utiliser les actions suivantes. Donc ici, je vais quand même faire un petit recadrage, donc ça évitera d'avoir des problèmes. Donc là, hop, je vais mettre ça en 3/2, parce que je vous le rappelle, on a quelques pixels sombres en bord de cadre qui posent problème. Donc là, je valide, et voilà, tout simplement. Donc ici, je pense aussi que je vais relever un petit peu l'exposition. Donc par exemple, je peux utiliser une courbe, faire quelque chose comme ça, voilà, ça me semble pas mal, et éventuellement relever un petit peu le point noir, mais ici, je pense que c'est pas mal, moi j'aime bien quand c'est quand même assez contrasté,
Donc quelque chose comme ça me semble pas mal du tout. Voilà. Donc maintenant, on va regarder au niveau de ces actions-là. Donc là, les actions combinées, ce sont tout simplement, en fait, des combinaisons d'actions. Donc c'est relativement évident, je pense. Donc pour comprendre ce que font ces actions, il suffit donc de lire la description, puisque ici on a sélectionné les étoiles et réduire leur taille, et entre parenthèses, c'est une précision de la méthode de sélection qui va être utilisée. Donc ici, ça va être la méthode RVB, ensuite on a la méthode plage, ensuite on a la méthode contour, et à chaque fois il y a marqué plus masque, puisqu'il va automatiquement enregistrer un masque d'étoile dans les couches dans Photoshop. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'enregistrer manuellement le masque. Donc je ne vais pas lancer ces actions, puisqu'on va voir comment faire tout ça manuellement avec les actions séparées. Mais si vous souhaitez par exemple faire une sélection et aussi une réduction de la taille des étoiles, eh bien vous pouvez le faire directement ici. Donc c'est comme si vous faisiez plusieurs actions en même temps, et ça vous permet tout simplement d'aller un petit peu plus vite. Donc ici on va voir ensemble les méthodes de sélection d'étoiles. J'en ai mis 3, et la première méthode est donc la méthode couche RVB. Donc si je lance ça, tout simplement, il va faire une sélection par niveau de luminance, et ensuite il me propose donc de dilater un peu cette sélection pour être sûr qu'on est bien en train de sélectionner l'étoile dans sa totalité, et pas seulement le cœur de l'étoile. Donc là je vais valider sur 1 pixel, et on a ensuite un contour progressif pour adoucir un petit peu cette sélection. Généralement, si vous utilisez une valeur qui est la moitié de la valeur de dilatation, ça fonctionne bien. Ici on a 0,5 pixels, comme j'ai dilaté de 1 pixel, ça devrait être pas mal. Mais vous pouvez toujours tester différentes valeurs. Donc là, je valide, et voilà, j'ai une sélection d'étoiles. Mais cette sélection, pour l'instant, elle n'est pas sauvegardée, c'est tout simplement une action qui sélectionne les étoiles avec cette méthode-là. Donc si, par exemple, j'avais envie de sauvegarder cette étoile, de sauvegarder cette sélection d'étoiles, je peux utiliser une des actions là, donc créer un masque d'étoiles à partir de la sélection. Donc on a un masque d'étoiles 1, 2, 3. Donc si, par exemple, je lance, imaginons, masque d'étoiles 1, hop, voilà, donc ça va très vite, et tout simplement on va dans les couches, et vous voyez maintenant j'ai masque d'étoile 1, et si je clique là-dessus, là je peux désélectionner donc mon masque d'étoile, et en fait j'ai mon masque qui est présent juste là. Donc si à un moment donné j'ai besoin de revenir et de réutiliser donc cette sélection d'étoiles, je pourrais toujours venir là, et je fais ensuite un CTRL ou commande-clic pour resélectionner donc mes étoiles. Je n'ai pas besoin de repasser par l'action, de rechoisir les valeurs, etc. Donc maintenant, si on revient ici, on va voir la deuxième méthode de sélection, qui est la méthode plage de couleurs ton clair. Donc cette méthode-là vous donne plus de contrôle, mais je trouve aussi que souvent les résultats au final sont un peu moins bons. Il faut faire très attention, puisque là vous avez plus de contrôle, mais ça veut aussi dire que vous pouvez faire plus de bêtises. Donc là, je vais lancer ça, et ici, il nous donne donc un aperçu, mais ici on peut aussi choisir donc la prévisualisation. Donc là, par exemple, je vais prendre, imaginons, niveau de gris. Comme ça me permet de voir vraiment la sélection d'étoiles qu'il est en train de faire. Donc ici, vous pouvez jouer donc sur la gamme, et vous pouvez aussi jouer sur la tolérance. En jouant sur la tolérance, ça fait une sélection plus progressive. Donc voilà, je peux faire ça, voilà, vous jouez, en fait, vous testez différentes valeurs, quelque chose comme ça devrait être pas mal. Allez, on va valider comme ça, par exemple. Je fais OK, et là pareil, il me propose de dilater un petit peu la sélection, d'appliquer un contour progressif, je valide, et j'ai ma sélection. Donc là pareil, je peux l'enregistrer, donc là je vais mettre ça en masque d'étoile 2. Voilà, et si on regarde, j'ai bien masque d'étoile 2 qui a été créé. Et ensuite, donc la troisième méthode, donc là je vais désélectionner, donc CTRL D, puisque de toute façon j'ai sauvegardé cette sélection d'étoiles. Donc là, on va utiliser donc la troisième méthode qui est la sélection des étoiles avec la méthode des contours. C'est la méthode la plus avancée, et c'est souvent celle qui va donner les meilleurs résultats. Mais je trouve que les deux meilleures méthodes à mon sens sont RVB et contour, mais j'ai quand même laissé plage de couleur ton clair, puisque je sais qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent cette approche-là. Donc la méthode des contours, on va lancer ça, voilà. Et là, vous voyez, c'est vraiment efficace, je trouve, parce que plutôt que d'utiliser les niveaux de luminance, ça utilise les contours de l'image pour trouver et sélectionner les étoiles. Donc là, on peut voir un petit zoom, donc ça nous donne une idée en fait du rendu de nos étoiles, et là, il nous propose tout de suite de flouter légèrement notre sélection pour avoir quelque chose d'un peu plus naturel, puisque vous voyez, de base, on a tendance à avoir que le contour de l'étoile et pas le cœur de l'étoile. En floutant un petit peu, on a vraiment une sélection de l'étoile complète. Donc 1 pixel, en général, ça suffit, donc là, je vais faire OK. Maintenant, il me propose de modifier ma sélection, donc avec des niveaux. Donc avec ça, en somme, je peux, donc faire que les étoiles sont vraiment bien visibles, bien sélectionnées, et je peux aussi faire disparaître les éléments potentiellement qui ne m'intéressent pas, donc souvent c'est une bonne idée de zoomer un petit peu sur l'image.
Donc là, par exemple, voilà, je vais peut-être baisser un tout petit peu les noirs, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais honnêtement, là, je trouve que c'est pas mal. Et je vais valider. Et là, il me propose donc un deuxième flou gaussien pour vraiment bien adoucir la sélection, pour bien englober les étoiles. Donc là, je vais valider. Et pareil, là, je pense que je vais remettre un petit coup, quelque chose comme ça me semble pas mal du tout. Voilà. Et peut-être, voilà, augmenter légèrement le contraste, quelque chose comme ça. Je valide, et voilà. Donc là, vous voyez, ça a vraiment fait une super sélection, parce qu'il a sélectionné beaucoup d'étoiles, très efficacement. Donc là, je vais venir là, je vais donc créer mon masque d'étoile 3. Évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser toutes ces méthodes, vous testez, vous voyez la méthode qui fonctionne le mieux pour vous, et pour l'image que vous êtes en train de traiter. Là, je vous montre simplement comment fonctionnent les différentes méthodes de sélection. Donc là, je vais enregistrer ça en masque d'étoile 3. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va voir une dernière action dans cette catégorie de sélection et de masquage d'étoiles, et c'est l'action modifier la sélection d'étoiles. Donc si par exemple, je reprends une de mes sélections, donc imaginons je reprends celle-là, donc CTRL-clic dessus pour récupérer cette sélection, et que je clique sur modifier la sélection d'étoiles, ici, il me permet de modifier avec des niveaux n'importe quelle sélection d'étoiles. Donc par exemple, si cette sélection, j'ai envie de la modifier, vous voyez, je peux la modifier après coup, donc ça peut être intéressant, parce que parfois la sélection ne va pas, et donc ici, imaginons, voilà, je vais faire quelque chose comme ça, je fais n'importe quoi, c'est juste pour la démonstration, et là je clique sur OK, et voilà, et maintenant je pourrais enregistrer une nouvelle version de cette sélection, donc ça n'a pas écrasé mon masque d'étoiles, mais si j'ai envie de l'enregistrer, je peux enregistrer un nouveau masque d'étoiles. Donc on a rarement besoin de cette action, mais dans certaines situations, ça peut être vraiment pratique, puisque ça permet d'éviter d'avoir à tout refaire. On peut tout simplement prendre une sélection qui existe déjà, la modifier, enregistrer une nouvelle version par exemple. Et ensuite, on peut même comparer les deux, et voir la version qui fonctionne le mieux. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore vu ce qu'on va faire avec donc ces masques d'étoiles. Mais vous le savez déjà, rien qu'avec les descriptions, on va pouvoir réduire la taille des étoiles. Donc pour ça, on va utiliser des actions dans la catégorie suivante, et plus précisément, on va utiliser cette action-là, réduire la taille des étoiles sélectionnées. Donc là, je vais récupérer une sélection, je pense que je vais utiliser le masque d'étoile 3, donc c'était la méthode des contours, et ici, je vais cliquer sur réduire la taille des étoiles sélectionnées. De nouveau, vous voyez, c'est réduire la taille des étoiles sélectionnées, donc si vous n'avez pas sélectionné d'étoiles, vous aurez un message d'erreur, c'est normal, puisque ça nécessite une sélection d'étoiles au préalable, mais gardez à l'esprit que vous pouvez utiliser une action combinée pour faire la sélection et enchaîner directement avec la réduction de la taille des étoiles. Donc là, je clique sur Play, voilà. Et ici, il me propose donc de faire une réduction de la taille des étoiles, vous voyez, donc ça réduit assez fortement la taille des étoiles, ici avec un rayon de 0,5. Personnellement, je trouve que 0,5 c'est un petit peu fort, donc souvent ça va donner des rendus un petit peu étrange, on va dire, quand on va regarder de près, donc c'est à vous de voir. Personnellement, je me limite souvent à 0,3, mais là, pour cette démonstration, je vais laisser à 0,5, comme ça sera vraiment flagrant. Donc je vais cliquer sur OK, voilà, et voilà. Donc là, vous voyez, il a fait ça. Donc, si je regarde avant, on avait ça, et après on a ça. Donc les étoiles se voient beaucoup moins, et on voit donc beaucoup mieux les différentes nébuleuses, on voit mieux les différents sujets. Donc là, je vous fais une démonstration avec une photo de la Voie lactée, mais ce genre de choses peut aussi se faire avec les photos de galaxies, avec les photos de nébuleuses, etc., etc. Par contre, attention, si vous utilisez une valeur un peu forte comme là, de près, le rendu a tendance à être un peu bizarre. Bon, honnêtement, là, je suis en train de zoomer comme un malade. C'est-à-dire là, on est sur un zoom 100%, ça va, c'est pas horrible non plus. Voilà, si on regarde avant et après, ça reste quand même plutôt propre dans l'ensemble, mais vous pouvez aussi double-cliquer sur minimum et remodifier la valeur après. Donc si par exemple je viens ici et que je mets une valeur, imaginons, de 0,3, je valide, maintenant j'ai une réduction moins forte, qui je pense fait un petit peu plus naturel. Mais là je vais laisser la réduction forte, parce que ça va nous servir après. Ici, dans les autres actions, on a aussi donc une action générer un calque d'étoiles à partir d'un calque starless, et on a deux versions de cette action-là. Donc les images starless sont les images vraiment sans étoiles qu'on va normalement créer en utilisant un logiciel comme StarNet par exemple, ou en utilisant un plugin comme Star Exterminator. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là on est sur une image qui est en version starless, donc si vous souhaitez apprendre à faire les versions starless, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet que vous pouvez trouver dans la description. Et une fois que vous avez créé donc votre image en version starless et que vous l'avez réimportée, le problème est que, eh bien voilà, là vous avez la version normale, là on a la version starless, mais comment est-ce qu'on va créer le calque d'étoiles? Eh bien c'est à ça que servent ces actions. C'est-à-dire que si je viens là, donc si je clique par exemple sur générer
un calque d'étoiles à partir d'un calque Starless avec traitement. Hop, je lance, et il va donc créer notre calque d'étoiles, il va renommer, il va tout faire automatiquement. Donc ici, il nous propose aussi de faire une petite réduction de la taille des étoiles pour réduire un peu leur taille, donc là je vais laisser par exemple à 0,3, mais tout est non destructif, vous pouvez donc activer ce traitement, le désactiver après, vous faites ce que vous voulez. Donc je clique sur OK, voilà, et maintenant il nous propose aussi donc de modifier l'exposition des étoiles, vous voyez, qu'on peut rendre les étoiles plus ou moins visibles. Par exemple, je vais faire quelque chose comme ça, et je clique sur OK. Donc là, vous voyez maintenant, j'ai un petit dossier, donc étoiles, je peux activer ou désactiver mes étoiles, et ça me permet donc de faire des traitements au niveau des étoiles et des traitements au niveau des nébuleuses. Donc c'est très très pratique et puissant, ça me permet de traiter séparément les nébuleuses et les étoiles. Donc ici, si je veux désactiver la réduction de l'exposition des étoiles, vous voyez, maintenant j'ai ce rendu-là, et je peux aussi désactiver le filtre minimum, qui est donc le filtre qui réduit la taille des étoiles. Et à n'importe quel moment, je peux aussi double-cliquer sur le filtre pour remodifier la valeur. Même chose pour la courbe, je peux double-cliquer là, et je peux remodifier la valeur. Donc c'est vraiment à vous de doser et à trouver les valeurs qui vont bien en fonction du rendu que vous voulez et en fonction de l'image que vous êtes en train de traiter. Mais vous avez vu, en gros, ça vous permet donc de créer votre calque d'étoiles très facilement et rapidement. Là, je vais supprimer ça, et je vous montre juste la version sans traitement, donc c'est exactement la même chose, mais la deuxième version là, donc sans traitement. Si je lance cette version-là, par contre, il ne me pose pas de questions, puisqu'il n'y a pas de traitement à faire, mais il met quand même le calque d'étoiles sous forme d'objet dynamique, donc si vous voulez appliquer des traitements après, tout sera non destructif. Donc là, vous voyez, j'ai tout simplement mes étoiles qui reviennent, et je précise qu'avec cette approche, avec en fait la manière dont le calque d'étoiles est créé, il n'y a aucune dégradation de l'image. Donc si je zoome par exemple sur l'image, vous voyez, si je désactive donc le calque Starless et le calque d'étoiles, on ne voit aucune différence. C'est-à-dire qu'en fait, la réintégration des étoiles avec cette approche-là, elle est parfaite au pixel près, il n'y a donc aucun changement de valeur au niveau des étoiles. Vous avez ensuite le contrôle, vous pouvez donc changer le mode de fusion du calque d'étoiles, vous pouvez ajouter une courbe, un filtre minimum, etc., etc. Mais de base, il va tout simplement réintégrer les étoiles de manière à avoir une image qui est identique à celle que vous aviez auparavant. Mais la différence, c'est que là, l'image est séparée en deux, et vous pouvez donc traiter séparément les étoiles et les nébuleuses. Et nous sommes maintenant de retour sur notre photo de la Voie lactée, et on va voir comment utiliser les autres actions. Donc ici, on va voir ensemble, je pense, comment utiliser donc les actions qui atténuent les aberrations chromatiques, puisqu'ici il y en a pas mal, et on verra ensuite donc l'action éliminer les halos sombres. Je ne sais pas si on verra trop d'halos sombres ici, on va voir, mais si on en voit, on devrait pouvoir les éliminer. Donc ici, vous voyez, j'ai pas mal d'aberrations chromatiques. Dans cette image, on voit que c'est relativement marqué, puisque l'objectif que j'ai utilisé là, c'est le Tamron SP 35 mm f1.8, qui est un très bon objectif dans l'ensemble, mais malheureusement qui a pas mal d'aberrations. Il n'a pas trop de problèmes d'astigmatisme, qui sont un gros problème pour l'astrophoto, mais par contre, il a quelques problèmes d'aberrations chromatiques, comme ce qu'on voit là, et aussi d'aberrations chromatiques. Donc là, j'ai mis deux méthodes différentes, puisque ces deux méthodes vont donner un rendu légèrement différent. Donc là, je vais utiliser la version donc avec le filtre caméra raw, donc tout simplement je vais lancer ça, voilà. Donc ici par défaut, il a déjà mis une correction assez forte des aberrations chromatiques, on peut donc zoomer dessus et vérifier donc ce qu'il a fait. Ici ça a l'air bon dans l'ensemble, et on peut aussi appuyer sur la touche P dans caméra raw pour voir avant et après. Donc vous voyez avant on voyait des petites lueurs, après on ne les voit plus, on va essayer de trouver des étoiles avec plus d'aberrations comme ici par exemple. Donc avant on avait ça, après on a ça. Vous voyez, ça a quand même fait une bonne correction dans l'ensemble. Donc là, je peux valider avec la touche entrée, mais je peux aussi modifier les valeurs si je veux. Donc là, c'est pas mal du tout, ça a plutôt bien fonctionné, mais dans certaines situations, cette manière de corriger les aberrations, voilà, ne va pas toujours donner un résultat satisfaisant, et c'est pour ça que j'ai aussi créé une deuxième variante. Et en fait, cette deuxième version, ce qu'elle va faire, elle va tout simplement mélanger les couleurs des pixels qui sont à côté des étoiles avec donc les couleurs des aberrations. Ça va donc étaler la couleur. L'inconvénient de cette approche, par contre, c'est que les petites étoiles, donc les étoiles oranges, les choses comme ça, vont perdre en saturation. Donc ça va effectivement étaler l'aberration donc pour l'atténuer, mais ça va aussi faire perdre en saturation aux petites étoiles. Donc chaque méthode a des avantages et inconvénients, donc c'est à vous de voir celle qui fonctionne le mieux en fonction de l'image que vous êtes en train de traiter. Donc je lance cette action-là, voilà. Et là, tout simplement, il me demande, vous voyez, un rayon. Donc ici, par exemple, je vais laisser sur 5, mais vous voyez, je vous parlais du problème de désaturation des petites étoiles. Hop, je fais OK. Et donc on voit effectivement que les aberrations se voient beaucoup moins, vous voyez, ça se voit beaucoup moins, mais par contre, les petites étoiles,
Donc voilà, malheureusement, elles ont perdu en saturation. On peut récupérer ça ensuite en utilisant de la comparaison sûre, mais c'est voilà, c'est un petit peu compliqué, donc on va pas voir ça dans cette vidéo parce qu'il y a déjà tellement de choses à voir. En tout cas, voilà, vous avez les deux versions, et c'est ensuite à vous de voir quelle version fonctionne le mieux avec vos images. Et on passe maintenant sur l'action « Éliminer les halos sombres autour des étoiles sélectionnées ». Parfois, quand on est en train de faire des traitements, on peut se retrouver avec des problèmes de halo. Donc c'est le cas sur cette image, hein. Donc si je zoome fortement, vous voyez, j'ai un problème de halo sombre. Donc là, c'est une vieille photo d'Andromède, donc qui est largement moins bonne que l'autre, mais je trouvais que c'était un bon exemple justement de ce problème. Donc généralement, ce problème apparaît quand vous avez une combinaison de traitements qui ne vont pas très bien ensemble. Donc généralement, c'est quelque chose qui arrive quand on travaille sans Starless. Donc quand on fait des réductions d'étoiles directement voilà, sur le calque où il y a également le sujet, que ce soit une galaxie ou des nébuleuses. Et c'est pire quand on a des problèmes d'aberration chromatique et quand on a fait des accentuations de la netteté. Donc ici, j'ai combiné un petit peu toutes ces erreurs, et ça nous permet donc de voir vraiment des halos assez marqués, et c'est donc un bon exemple pour voir comment corriger ce problème. Donc on va commencer par sélectionner les étoiles, hein, puisque encore une fois c'est une action qui demande une sélection d'étoiles. Donc ici j'ai déjà une sélection, donc je vais tout simplement la récupérer comme ça. Et maintenant je vais lancer cette action. Donc là, il nous demande de dilater la sélection pour être sûr qu'il est bien en train donc d'affecter les halos en plus des étoiles. Donc là, c'est à vous de voir en fait le niveau de dilatation. Ici, je pense que 2 pixels, c'est pas mal. Allez, on va lancer comme ça. Donc maintenant, il nous demande d'ajouter du bruit, parce que comme en fait, il va éliminer l'halo, il va remplacer le halo sombre par la valeur des différents pixels qui sont autour. Mais le problème est qu'en faisant ça, il va créer un rendu extrêmement lisse autour des étoiles. Donc à la place d'avoir un halo sombre, on aura en fait des pixels qui vont avoir la même valeur que les pixels qui sont autour. Mais le problème est que ça sera très lisse, et donc on va ajouter du bruit dans le but de rendre en fait cet effet plus réaliste. Donc vous pouvez gérer ça manuellement. Donc ici, je vais laisser à 1% et je valide. Donc voilà, tout simplement, vous voyez que avant on avait ça et maintenant on a ça. Donc je ne dis pas que c'est parfait, hein. Il y a certains endroits où on peut encore voir de légères traces des halos, donc on peut tenter ensuite différentes dilatations avec plus ou moins de pixels, ce genre de choses, mais ça donne une bonne idée, ça fonctionne quand même plutôt bien. Donc c'est-à-dire qu'à une distance de visionnage normale, puisque là j'étais quand même sur du 200%, là on est sur un zoom 100%, et sur un zoom 100%, on voyait bien ce problème de halo, et maintenant ce problème ne se voit plus. On continue maintenant avec la partie nébuleuse et couleurs, et on va tout d'abord voir cette petite série de stretch et l'action faire ressortir les nébuleuses. Donc au niveau des différents stretch, donc un stretch c'est une accentuation de l'exposition et du contraste qu'on fait en astrophotographie, c'est une étape essentielle du traitement en astro qui permet donc de révéler toutes les informations qu'il y a dans le fichier. On peut faire les stretch dans les logiciels astro, comme dans Siri, le Astro Pixel Processor, etc. Mais on peut aussi faire des stretch dans Photoshop. Donc en fonction du traitement que vous êtes en train de faire, parfois vous aurez besoin de faire un stretch total ou complémentaire dans Photoshop, et à ce moment-là, ces actions peuvent être très intéressantes. Donc ici, j'ai une photo de la région du cygne, pour l'instant qui est dans un état linéaire, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas eu de stretch dessus, donc on peut le voir, c'est très très sombre, on ne voit quasiment rien. Donc là, je vais tout d'abord faire le stretch d'une manière plus conventionnelle. Donc je vais donc ajouter une courbe dans Photoshop, et ici je vais utiliser une courbe que j'ai téléchargée, qui est donc la courbe Arcsyn 10. Mais ici en réalité, c'est que la moitié en quelque sorte de la courbe, et il faut donc dupliquer le calque pour avoir le stretch complet. Et on obtient donc ce rendu-là. Donc effectivement, on voit beaucoup mieux ce qui se passe dans l'image, mais les couleurs sont très désaturées. Donc on peut voir que c'est un petit peu rose, on voit quelques trucs, mais on voit pas grand-chose non plus. Donc ici, pour que ce soit un petit peu mieux, il faudrait que je règle le point noir avant. Donc ici, je vais venir là, et je vais régler le point noir. Voilà, 6 ça devrait être bon. Hop, je remets ça. Donc ça va un petit peu mieux en matière de contraste, mais les couleurs se voient quand même très très peu. Et c'est pour ça que j'ai créé ces actions qui utilisent en fait une technique de préservation des couleurs. C'est-à-dire que le niveau de saturation des couleurs va rester exactement le même, peu importe les modifications qu'on fait en matière d'exposition. Donc, ici, ce qu'on va faire, je vais désactiver ces calques-là, et je vais lancer donc le Arcsyn 10 avec préservation des couleurs. Hop, je lance ça, et vous voyez, là on voit beaucoup plus les différentes couleurs qu'il y a. Donc je vous montre la différence. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est la version avec préservation des couleurs, ça c'est la version sans, avec préservation des couleurs et sans. Donc, vous voyez, c'est quand même très différent. Donc après, c'est exactement le même stretch, hein, c'est-à-dire l'augmentation en matière d'exposition est exactement la même,
Mais la différence, c'est qu'ici, on a donc ce système de préservation des couleurs. Ici, c'est une exception dans le bac d'action, puisque cette action, elle est, on va dire, destructive en quelque sorte, puisque vous avez simplement un calque qui apparaît, mais c'est parce qu'ici, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à laisser les différentes étapes, ça va simplement créer des calques en plus qui ne vous servent à rien. Donc j'ai préféré en fait faire quelque chose de plus propre, qui crée un seul calque, puisque ici, il n'y avait aucun avantage à garder les différentes étapes. Donc ici, vous pouvez donc garder tout simplement votre stretch à 100%, mais vous avez aussi la possibilité donc de baisser l'opacité pour utiliser par exemple un stretch avec préservation des couleurs à 50% par exemple. Donc c'est vraiment vous qui voyez, hein, vous faites ça comme vous voulez. Et j'ai ensuite donc mis différentes versions de ce stretch, donc vous avez le Arcsyn 30, 100 et 300, donc des versions plus fortes, donc si le 10 n'est pas suffisant, donc à la place on peut utiliser par exemple le 30, hop, donc je vais lancer le 30, voilà, donc là c'est un stretch qui est beaucoup plus fort. Après, une fois que vous avez fait le stretch, vous pouvez évidemment modifier le point noir. Et au niveau du point noir, j'ai aussi créé une action. Et je vais vous montrer ça. Donc ici, on va revenir sur le Arcsyn 10. Et je vais faire une modification normale du point noir. Puisqu'ici, en faisant le stretch, je me retrouve donc avec un point noir un petit peu délavé. Voilà, puisque mon point noir a été relevé aussi. Donc là, je viens d'ajouter une courbe. Je bouge un peu le point noir, vous voyez, comme ça. Donc là, je sais que c'est un petit peu trop contrasté. C'est juste pour la démonstration. Mais ici, on s'aperçoit qu'en bougeant le point noir, ça modifie aussi le niveau de saturation. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu compliqué quand on traite dans Photoshop. C'est que les différentes actions qu'on va faire, certains trucs vont désaturer, d'autres trucs vont saturer, c'est pas forcément ce qu'on cherche à faire. Donc honnêtement, ce n'est pas forcément un gros problème, hein, puisque si par exemple ici, à la place d'utiliser donc le stretch Arcsyn 10 avec préservation des couleurs à 100%, je pourrais très bien l'utiliser à 50%, et ensuite le combiner avec un autre stretch, quelque chose comme ça, et ensuite modifier le point noir, et ça me permettrait donc d'avoir quelque chose d'assez équilibré, hein, qui est saturé, mais pas trop non plus, vous voyez, hein, donc on peut faire des choses comme ça. Cependant, parfois on a quand même envie de modifier le point noir, sans avoir de modification en matière de saturation, puisqu'en fait notre perception de la saturation est liée au niveau d'exposition, bref c'est un petit peu complexe, en gros plus c'est lumineux, et plus on a l'impression que c'est saturé, même si le niveau de saturation n'a pas vraiment changé. Donc là, j'ai créé cette action-là qui s'appelle ajuster le point noir avec préservation des couleurs. Donc là, je vais le lancer, et là, tout simplement, il me propose donc de régler mon point noir, mais ici, ça me permet de régler le point noir, et là, vous voyez, les couleurs vont changer, voilà, vous voyez. En fait, il a préservé le niveau de saturation, donc ça évite ce problème de sursaturation. Ce sont des actions assez techniques, hein. Surtout celui modification de point noir avec préservation des couleurs, c'est pas quelque chose qui va vous servir tous les jours, mais il y a des situations où ça peut être intéressant de l'avoir. Voilà. Donc là, par contre, j'ai gardé les différentes étapes. Hop, donc là, pour l'instant, je vais supprimer ça parce qu'on n'en a pas forcément besoin. Dernière chose, au niveau des stretches, j'ai aussi créé donc un stretch donc personnalisé avec préservation des couleurs. Donc si par exemple je n'avais pas envie d'utiliser un stretch prédéfini, comme le Arcsyn 10, je peux aussi utiliser donc tout simplement cette action-là. Si je lance cette action-là, vous voyez, là c'est à moi de gérer. Donc je peux faire le stretch que je veux avec la courbe, je fais exactement ce que je veux, mais il faut juste faire attention. Ce que je dirais, c'est que cette action-là, ça va plus vous servir une fois que vous aurez déjà fait un stretch initial. Donc là, par exemple, c'est pas terrible, hein, le rendu qu'on obtient, c'est assez difficile de gérer ça correctement. Donc je conseille plutôt, hop, voilà, on va supprimer ça pour l'instant. Je conseille plutôt d'utiliser, imaginons, un stretch Arcsyn 10, et ensuite, si vous avez besoin de faire un autre stretch avec préservation des couleurs, à ce moment-là, vous lancez donc cette action-là, et là, ça vous permet de faire un stretch complémentaire tout en préservant les couleurs. Mais voilà, comme stretch initial, si vous avez des données linéaires, c'est généralement une bonne idée d'utiliser un Arcsyn pour vraiment révéler toutes les informations qu'il y a dans l'image. Donc là, on est de retour sur notre image de la Voie lactée, et là, ce que je vais faire, je vais désactiver les quelques traitements qu'on a fait avant, parce qu'on va voir une autre approche qui est assez intéressante. Donc le fait de réduire l'intensité des étoiles et leur taille, ça permet donc de mieux révéler les sujets, de faire ressortir les sujets. Mais il y a une autre approche qui va être donc de faire ressortir le sujet sans toucher aux étoiles. Donc c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de faire un stretch classique, où par exemple, imaginons je prends une courbe, j'augmente l'exposition et le contraste, eh bien ça va augmenter l'exposition et le contraste de tout ce qu'il y a dans l'image. Mais on peut aussi cibler donc les nébuleuses, ce qui peut être assez intéressant. Donc là, je vais tout simplement désactiver ces calques-là, et là je vais lancer donc l'action faire ressortir les nébuleuses. Mais ça requiert une sélection. Donc vous avez aussi la version dans les actions combinées de ça, hein. Donc sélectionner les étoiles et faire ressortir les nébuleuses avec les différentes méthodes. Mais ici, comme on a déjà fait nos sélections d'étoiles, ce n'est pas nécessaire. Je vais donc venir ici, hop, je sélectionne les étoiles, je reviens là, et je lance cette action-là. Donc ici,
le filtre qu'il est en train d'appliquer sert à éliminer les étoiles. Vous voyez, ça crée une image qui est quasiment starless. C'est ce qu'on veut. Donc on laisse normalement un rayon fort, vous pouvez même mettre un rayon plus fort si vous voulez, mais normalement 3 pixels ça suffit. Donc là je vais cliquer sur OK. Et là vous voyez, il nous propose donc une certaine courbe, mais c'est non destructif. Hein. Donc vous pourrez donc le modifier après. Donc ici par exemple je vais faire quelque chose, imaginons comme ça. Voilà, je vais valider. Et voilà. Donc là vous voyez, on a un rendu que moi je trouve vraiment super. Ça marche super bien sur les photos de Voie lactée. Donc si je désactive et que je réactive, vous voyez, en fait, ça fait ressortir toutes les nébuleuses, ça fait ressortir tout ça, mais sans augmenter l'intensité des étoiles. Donc c'est quelque chose qui est vachement intéressant. Donc si on regarde de près, en général, donc là je suis sur un zoom 100%, en général ça se passe assez bien, donc mais il ne faut pas y aller trop fort non plus avec ce genre de traitement. Donc c'est-à-dire que là, franchement, ça se passe assez bien, on a quand même fait un traitement assez fort, donc on a quelque chose qui est légèrement plus doux, on va dire globalement, mais ça reste net, on a quand même plein de détails. Mais si par exemple j'y vais vraiment, voilà, si j'applique quelque chose qui est vraiment trop fort, quelque chose comme ça, on commence à avoir un rendu un petit peu bizarre. Donc évidemment, peut-être que ce rendu vous plaît, à ce moment-là faites-le, il n'y a pas de problème, mais je vous dirais tout simplement d'y aller mollo, faut faire attention, et je déconseille aussi généralement d'utiliser ce genre d'action plusieurs fois. Si vous l'avez déjà utilisé une fois, eh bien c'est généralement une bonne idée de ne pas réutiliser l'action, parce que sinon vous allez commencer à dégrader la qualité de votre image quand vous allez la regarder de près. Donc ici je vais remettre quelque chose d'un peu plus classique, voilà, quelque chose comme ça me semble pas mal du tout. Voilà, je reviens là. Et avant de continuer, je précise aussi que cette action, faire ressortir les nébuleuses, n'est pas vraiment utile si vous travaillez avec donc un calque starless, puisque si vous avez un calque starless, vous pouvez déjà faire ça avec une simple courbe, c'est-à-dire vous utilisez une courbe, vous augmentez l'exposition des nébuleuses, et voilà, vous n'allez pas affecter les étoiles de toute façon, puisque vous avez un calque d'étoiles séparé. Donc je vous déconseille fortement d'utiliser cette action-là si vous travaillez déjà avec une image qui est séparée en deux, où vous avez donc votre calque starless et votre calque d'étoiles. Ça ne sert à rien, et vous risquez simplement de dégrader votre image, parce que vous allez probablement combiner donc, les étoiles avec les nébuleuses, avec cette action-là, ça va être vraiment un grand mélange, et ça va produire des résultats très moyens, donc je vous déconseille de faire ça. Donc ça c'est une action qui est très bien si vous êtes en train de travailler sur une photo de la Voie lactée, ou sur une photo de nébuleuse où vous n'avez pas fait de starless. Par contre, si vous avez fait une starless, travaillez avec la starless et évitez d'utiliser ces actions-là. Et on passe maintenant sur une photo de la Lune pour voir comment utiliser les actions suivantes, puisque ici on va avoir donc créé un masque de saturation, alignement manuel des couches RGB, accentuer les couleurs de la Lune et éliminer les aberrations chromatiques de la Lune. Donc ces actions-là sont vraiment faites principalement pour les photos de Lune, mais l'action donc créer un masque de saturation et alignement manuel des couches, ça peut aussi vous servir pour d'autres types de photos. C'est assez pointu, mais on va voir ensemble comment ça fonctionne. Donc tout d'abord ici, ce que je vais faire, je vais accentuer les couleurs de cette photo de la Lune, mais je précise que comme pour les actions de soustraction de la pollution lumineuse, il faut avoir bien configuré le mode automatique des courbes. Si vous ne l'avez pas fait, ça ne fonctionnera pas correctement. Donc, je fais un petit rappel, donc vous appuyez sur Alt ou Option, vous cliquez sur automatique, et vous mettez donc sur le troisième mode, rechercher les couleurs claires et foncées, vous décochez le magnétisme des tons moyens neutres, vous mettez écrêtage 0%, 0%, et vous vérifiez que le noir est bien à 0, et que le blanc est bien à 255. Une fois que vous avez fait ça, vous cochez donc enregistrer comme valeur par défaut. Voilà, donc là on va éliminer cette courbe-là, mais il faut juste vérifier que ces réglages sont bons, ce sont les mêmes réglages pour toutes les actions, mais ce n'est pas quelque chose que moi je peux régler pour vous. Photoshop ne me permet pas de faire tous ces réglages, il me permet d'en faire une partie, mais je ne peux pas faire tous ces réglages au sein d'une action. Et c'est pour ça que c'est à vous de vérifier que les modes automatiques sont réglés correctement. Donc là, on va lancer cette action, accentuer les couleurs de la Lune, voilà, et voilà, tout simplement, là vous avez les couleurs de la Lune qui ressortent, donc vous voyez, c'est très très simple, c'est très très rapide à utiliser, et je trouve que généralement ça donne un bon équilibre au niveau colorimétrique. Si vous avez une image qui est très sombre, vous allez peut-être avoir quelque chose d'un peu trop saturé. Mais si jamais c'est trop saturé, eh bien vous pouvez tout simplement désactiver un des calques de saturation, vous désactivez par exemple ce calque-là, et vous pouvez aussi donc modifier l'opacité des calques de saturation. Mais je vous conseille de le faire calque par calque, donc commencez par le dernier, parce que souvent il suffit de baisser un peu donc l'opacité du dernier ou de désactiver donc le dernier, ça sera suffisant, vous aurez donc toutes les couleurs que vous voulez. Je vous déconseille de modifier l'opacité du groupe complet, puisqu'il y a un premier calque qui fait une correction des dominantes de couleurs. Donc si je désactive ce calque-là, vous voyez, on a une grosse dominante de couleurs, et ici il corrige automatiquement les dominantes de couleurs, de manière à ce que l'on puisse faire ressortir ces couleurs. J'ai aussi fait une vidéo complète sur ce sujet, vous pouvez les regarder, comme pour les autres, je mets ça en lien dans la description.
Donc maintenant qu'on a fait ressortir les couleurs, c'est super, on est content, on a notre lune minérale, mais par contre, ce qui arrive souvent, c'est que, eh bien, on va avoir des aberrations qui vont être très visibles, hein, donc au niveau des cratères, au niveau du contour, etc., etc. Ça va évidemment dépendre de la qualité de l'objectif que vous utilisez, mais même un objectif qui s'en sort bien, vu que là on accentue fortement la saturation, eh bien les aberrations chromatiques sont fortement accentuées aussi. Même les conditions de prise de vue vont jouer là-dessus, hein, puisqu'on peut avoir des problèmes dus à la dispersion atmosphérique. Bref, c'est assez compliqué, mais ici j'ai créé donc une action qui va vous aider à corriger ça. Donc cette action, c'est éliminer les aberrations chromatiques de la Lune. On va donc lancer ça. Donc ici, je vais bien zoomer pour voir ce qui se passe dans l'image, voilà. Ici, on regarde, donc avant, on avait ça, et après, on a ça. Donc ça a déjà plutôt bien marché dans l'ensemble. Vous voyez, de base, ce sont des réglages qui sont assez forts, hein. Donc on a une correction de 9 en violet, et une correction de 9 dans les verts, et la plage de couleurs qui est affectée est relativement importante. Donc ici, je pense qu'on va le laisser comme ça, mais vous pouvez prendre le temps de jouer sur les valeurs pour essayer de peaufiner. Et il y a aussi donc un deuxième traitement qui va s'appliquer derrière, qui va venir achever les aberrations, s'il reste encore des aberrations. Donc ici, je regarde un petit peu, est-ce que c'est trop fort, ou est-ce que c'est bien? C'est toujours difficile à dire, c'est peut-être un poil trop fort. Voilà, quelque chose comme ça me semble pas mal. Je l'ai baissé un tout petit peu. Par contre, ouais, il faudrait peut-être aller un peu plus. Bon, c'est toujours délicat, hein. Donc bon, allez, on va valider comme ça. Hop, voilà. Ce qui est sûr, c'est que c'est déjà une belle amélioration. Donc maintenant, on se retrouve avec ce rendu bizarre. Donc ici, le but va être de créer ce qu'on appelle un masque de saturation. Donc vous avez l'action séparée, mais cette action-là va utiliser le masque de saturation pour cibler les aberrations qui restent. Donc ici, on voit en fait une version un peu bizarre de l'image, qui est une représentation des niveaux de saturation, et avec la courbe, le but va être d'essayer de vraiment cibler les aberrations. Donc là, si je regarde un peu, ce que je peux faire, c'est ramener le point blanc par là. C'est assez lourd, hein, donc vous verrez, Photoshop va ramer un petit peu quand on va faire ça. Et ici, je vais peut-être aussi faire quelque chose, voilà, comme ça. Le but est vraiment d'essayer de cibler les aberrations. Voilà, donc quelque chose comme ça me semble pas mal. Je pense que je vais ramener le point noir un petit peu aussi. Voilà, ça me semble pas mal, et on va valider. Donc ensuite, ici, on va avoir donc une réduction donc, du niveau de saturation, mais qui est en train de cibler uniquement les aberrations. Donc ici, ça me semble pas mal. Bon, allez, on va valider avec ça. Voilà. Donc maintenant, si on regarde, on a donc les deux étapes séparées, hein. Donc c'est-à-dire qu'on a la première étape, donc celle qui fait le gros du travail, hein, donc qui vient vraiment enlever les aberrations les plus visibles, et la deuxième étape, qui est juste là pour peaufiner. Donc parfois, il reste des aberrations, et cette deuxième étape, normalement, permet de les réduire un peu plus. Donc si je regarde par là, ouais, effectivement, ça se réduit. C'est léger. Là, vous voyez, j'ai travaillé un peu comme un cochon, il reste encore des aberrations. Je peux toujours revenir en arrière, voilà, je peux toujours remodifier mon masque si besoin, hein, parce que là, à n'importe quel moment, je peux revenir sur le masque, et je peux faire, donc, image, réglage, et ensuite appliquer niveau ou courbe directement là-dessus. Donc par exemple, je pourrais relever l'exposition, quelque chose comme ça. Et voilà, créer un autre point qui fait quelque chose comme ça. Hop, donc je peux valider ça. Et on va voir. Ouais, ça marche un peu mieux, mais c'est toujours pas parfait, hein. Il reste encore, il faudrait que je prenne le temps. Mais bon, ça vous donne une idée. En tout cas, quand on voit le avant-après, c'est quand même assez flagrant. Donc si je regarde avant, voilà, on avait ça, donc on a un mélange de bleu, de jaune, ça fait un peu n'importe quoi. Et après, ça va beaucoup mieux. Mais normalement, il faudrait quand même prendre le temps de peaufiner un petit peu ce masque, et de peaufiner donc les premiers réglages qu'on a vus, mais dans l'ensemble, on s'en sort bien. Donc ça nous a permis d'éliminer assez efficacement ces problèmes d'aberration. Donc ici, je pense que vous avez déjà compris un petit peu le principe du masque de saturation, mais je vais quand même vous le remontrer, donc pour l'instant, je vais désactiver ça. Et je vais tout simplement lancer directement l'action, donc créer un masque de saturation. Donc quand on lance ça, il va tout simplement générer une sélection à partir des niveaux de saturation. Ici, je m'en sers sur une photo de la Lune, ça peut éventuellement servir sur d'autres photos. Donc si vous avez une photo où vous avez des zones qui sont sursaturées, vous avez envie de pouvoir travailler uniquement ces zones-là, et peu importe la couleur de ces zones, de vous baser en fait tout simplement sur le niveau de saturation, vous pouvez utiliser cette action-là. Donc une fois que c'est fait, je peux par exemple ajouter un calque, donc teinte saturation, ou correction sélective. Donc ici, par exemple, je vais ajouter donc teinte saturation, voilà.
Et ensuite, si je regarde là, vous voyez donc j'ai en fait une représentation des niveaux de saturation de l'image. Sauf que là, c'est une version brute hein, quand vous lancez l'action, donc vous pouvez ensuite modifier ça comme vous voulez. Donc pour l'instant, le rendu est un peu bizarre quand on regarde de près, donc je vous conseille de mettre un petit contre progressif. Donc ça, c'est dans les propriétés du masque. Je vais mettre 2, par exemple. Voilà, donc je valide ça, et on peut ensuite le modifier, ou tout simplement je peux commencer à l'utiliser. Donc si je commence par exemple à baisser un peu donc la saturation, il baisse davantage la saturation des zones les plus saturées que la saturation des zones moins saturées. Mais ici, pour l'instant, ça ne cible pas vraiment assez à mon goût. Donc voilà, même si ça marche quand même. Donc je peux ensuite modifier ce masque, et pour ça, donc je vais utiliser comme tout à l'heure un niveau ou courbe. Donc là, je vais faire CTRL M ou commande M si vous êtes sur un Mac pour faire venir les courbes. Et je vais par exemple faire quelque chose, voilà. Là, on peut le voir en temps réel aussi, ça peut être intéressant comme manière de procéder. Voilà, quelque chose comme ça. Et on voit que c'est pas mal. Voilà, donc vous voyez là on commence à éliminer assez efficacement ces problèmes d'aberration, et là j'ai utilisé uniquement un masque de saturation avec un calque teinte saturation. Donc c'est un outil qui peut être puissant, hein, mais il faut juste comprendre le principe. En fait, ça permet d'avoir une sélection de l'image par niveau de saturation. Normalement, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez probablement le principe des masques de luminance, donc on peut faire des sélections par niveau de luminance, mais avec cette action-là, vous pouvez faire une sélection par niveau de saturation, et ça vous permet donc de sélectionner les zones les plus saturées, et ensuite d'utiliser ça en tant que masque, et vous pouvez ensuite modifier ce masque pour faire des traitements très ciblés sur les zones les plus saturées de l'image, et ça permet donc de travailler les aberrations, comme on l'a fait là, assez efficacement. Donc là maintenant, on va faire autre chose, je vais venir ici et je vais de nouveau désactiver cette correction, puisque avec la correction ça va être un peu plus difficile de voir ce que ça fait, et on va lancer l'action qui est donc alignement manuel des couches RVB. Donc ça c'est une action un peu particulière, qui ne va clairement pas servir tous les jours, mais qui peut être intéressante. Cette action vous permet de déplacer facilement les 3 couches de l'image pour pouvoir les aligner si jamais vous avez des problèmes d'alignement, ce qui peut arriver avec la dispersion atmosphérique. Quand on fait de l'astrophotographie lunaire, planétaire ou solaire, on peut avoir des problèmes de décalage des différentes couches à cause de la dispersion. Il y a des options pour aligner les couches dans les logiciels astro comme AutoStacker par exemple et des choses comme ça, mais parfois ça ne va pas fonctionner correctement, et je trouvais que c'est intéressant d'avoir la possibilité de le faire manuellement aussi directement dans Photoshop. Donc ici je vais lancer cette action, voilà, et maintenant je peux venir ici, et vous voyez j'ai rouge, vert, bleu, et donc si je clique par exemple sur bleu et que je prends mon outil donc de déplacement, qui est juste là avec la touche V, je peux déplacer, vous voyez, la couche des bleus, et je peux faire la même chose avec la couche du vert et la couche des rouges. Donc là, forcément, je vais remettre ça comme avant. Mais ici, ce qui peut être intéressant, c'est si par exemple vous voyez des décalages qui sont dus à ça, je peux venir sur le bleu, donc avec l'outil de déplacement et les touches du clavier, vous voyez, je peux déplacer la couche pour éliminer des aberrations aussi comme ça. Donc je peux le faire manuellement. En fait, j'aligne les différentes couches de l'image. Je peux aussi même transformer les couches si je veux, donc je peux par exemple faire une transformation manuelle sur une couche. Après il faut faire très attention quand on fait ce genre de choses. Parce que là vous voyez, donc avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça, donc vous voyez c'est léger, hein, mais j'ai déplacé de quelques pixels la couche du bleu, ce qui a réduit la présence de certaines aberrations. Et je peux aussi m'amuser par exemple à le faire avec le rouge, donc là on le voit un peu plus, le mouvement quand il se fait, et vous voyez en faisant ces petits mouvements, ça m'a quand même permis d'enlever en partie les aberrations rouges, et aussi de réduire les aberrations bleues. Mais il faut faire attention, parce qu'à la place, je me retrouve avec un peu de vert, vous voyez, donc c'est très délicat. Mais bon, ça peut être intéressant dans certains cas, ça peut vous servir pour tout un tas de choses, ça peut servir aussi à gérer les aberrations chromatiques des étoiles, des choses comme ça, parce que ça vous permettra de travailler directement, en fait c'est comme si vous étiez en train de travailler directement sur les couches, mais avec la souplesse des calques. Donc vous allez pouvoir faire tout ce que vous faites normalement sur un calque, sauf que là vous êtes en train d'affecter une couche techniquement. Enfin bref, c'est un peu à mi-chemin entre couche et calque, donc c'est assez intéressant, mais c'est quelque chose d'assez pointu, donc je comprends que ça va pas vous servir tous les jours. Ok, on continue maintenant avec l'avant-dernière catégorie, qui va être donc détail et bruit, et on va tout d'abord voir ensemble comment utiliser la réduction de bruit sélective. Donc le principe de cette action est très simple, c'est que ça va permettre de faire une réduction de bruit, mais qui affecte principalement les tons foncés, et qui ne touche pas aux tons clairs. C'est quelque chose qui est intéressant, parce que
dans une photographie, les zones où il y a le plus de bruit sont toujours les zones les plus sombres, ce sont les zones qui ont le plus mauvais rapport signal-bruit, et donc souvent ce sont les zones qu'on a vraiment besoin de débruiter, alors que les zones claires n'ont pas vraiment besoin d'être débruitées dans beaucoup de situations, et ça permet donc de maintenir le détail qu'il y a dans les tons clairs, tout en enlevant le bruit des tons foncés. Cependant, je précise aussi qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter des plugins qui sont extrêmement efficaces pour réduire le bruit, comme Noise Exterminator par exemple, ou Topaz Denoise. Les deux fonctionnent très très bien en astrophotographie, et généralement vont vous donner de meilleurs résultats. Mais l'avantage, c'est que cette action, vous l'avez directement dans le pack, et ça vous évite donc d'acheter un plugin en plus. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser notre photo de la Voie lactée pour ces démonstrations, et si on zoome dessus, vous voyez que ici on a quand même un petit peu de bruit. C'est pas très très grave, mais il y en a un petit peu. Donc là, ce qu'on va faire, on va lancer notre action, hop, voilà. Et là, il vient de créer un masque de luminance. Donc ici, tout ce qui est blanc est affecté, tout ce qui est noir est protégé. Et c'est donc à nous de gérer un masque qui correspond bien à l'image qu'on est en train de traiter. Donc ici, ce que je vais faire, je vais bouger, je pense, ça comme ça, pour protéger un peu plus les tons clairs. Je vais donc bouger aussi le curseur des blancs, hop, voilà, pour être sûr que les tons foncés sont bien affectés, et je vais bouger donc le curseur des tons moyens, pour assombrir un peu plus les tons clairs, pour vraiment cibler les tons foncés, parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de cibler avec cette réduction de bruit. Donc quelque chose comme ça me semble pas mal. Voilà, je vais protéger un peu plus. Quelque chose comme ça me semble pas mal du tout, et je vais valider. Donc maintenant, si on zoome sur l'image, si je viens par là, vous voyez, si je désactive le traitement, on voit qu'effectivement il y avait plus de bruit avant, donc ça a quand même pas mal réduit le bruit, mais au niveau des étoiles, voilà, tout a été relativement bien préservé, donc on a très peu de pertes en netteté, on a quand même une petite perte, vous voyez, mais ça va vraiment dépendre de l'image, et ça va dépendre du masque que vous allez faire. Il faut toujours faire attention avec la réduction de bruit, parce que même en utilisant les logiciels que j'ai évoqués précédemment, donc Topaz par exemple, ou Noise Exterminator, même s'ils ont des algorithmes très avancés pour essayer de maintenir les détails, on peut quand même perdre les détails. Il faut donc toujours prendre le temps d'inspecter de près, et si nécessaire, on peut aussi masquer donc les zones où on a perdu du détail, pour contrôler manuellement les zones qui vont être affectées par la réduction de bruit. Voilà, donc là vous avez vu comment fonctionne cette action de réduction de bruit, et on va passer maintenant aux actions qui accentuent les détails. Donc pour les détails, on va utiliser notre photo de la galaxie d'Andromède, et on va tout d'abord voir la netteté PASO. Donc c'est une action qui est assez intéressante, mais avec cette action, vous allez tout affecter. Donc vous allez affecter les étoiles, ainsi que les détails. Donc si je lance cette action, il me demande un rayon. Donc ça va être le rayon d'accentuation des micro-contrastes. Donc si, par exemple, ici je mets 5, ça va être relativement flagrant. Donc là je vais valider avec 5 pixels, et vous pouvez évidemment venir modifier la valeur après en double-cliquant là. À chaque fois c'est non destructif, on peut toujours revenir modifier les valeurs. Donc avant, vous voyez, c'était comme ça, et maintenant c'est comme ça. Donc ça a très bien fait ressortir les détails de la galaxie, mais par contre ça a fait vachement ressortir les étoiles aussi. Je sais que mes étoiles ont une tête un petit peu bizarre, elles sont un peu déformées par endroits, c'est parce que j'ai beaucoup de problèmes à la prise de vue, des variations de température qui faisaient varier un petit peu la mise au point, bref, c'est un peu compliqué. C'est une session ratée, mais la photo est pas trop mal finalement, malgré tout. Donc, vous voyez, ça marche, mais ce qui est un petit peu chiant ici, c'est on aimerait bien avoir quelque chose qui affecte les détails sombres qu'il y a dans la galaxie, mais qui n'affecte pas les étoiles, parce que là, ça fait vachement ressortir les étoiles, et c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc, ça, ce qu'on peut faire, c'est on peut l'utiliser directement sur la version starless de l'image. Donc c'est quelque chose qu'on va voir juste après, parce que cette image, en réalité, vous voyez, en fait, j'ai les étoiles qui sont séparées du reste. Mais pour l'instant, on va voir des versions qui vont permettre d'accentuer, on va dire, le contraste, les détails, etc., sans affecter les tons clairs. Donc même si vous n'avez pas de starless, vous allez quand même pouvoir faire des choses relativement ciblées, et ça peut éventuellement servir même si vous avez une starless. Donc là, ce qu'on va faire, on va revenir là, et on va lancer cette fois-ci, donc accentuer les micro-contrastes, mais on va lancer la variante ton foncé uniquement. Vous voyez, pour la netteté optimisée et les micro-contrastes, j'ai une version ton foncé uniquement. Donc si par exemple je lance la version ton foncé uniquement, voilà,
Donc là, il me propose certaines valeurs. Donc ici, je vais augmenter un peu. Je veux que ce soit assez fort pour que ce soit flagrant. Parce que même si là, en réalité, c'est déjà en train, voilà, c'est déjà en train d'affecter l'image. Hein, en réalité, vous voyez, c'est déjà en train d'accentuer tout ça et ça le fait avec beaucoup de délicatesse. Quoique, non, je vais laisser ces valeurs-là parce qu'elles sont vraiment pas mal et ça permet justement de voir qu'on peut faire des traitements assez ciblés et assez naturels sans forcément avoir une starless. Même si c'est généralement mieux quand même d'avoir une image starless. Donc là, je vais valider. Voilà. Et vous voyez, ça m'a boosté les tons foncés. Vous voyez, donc tout est devenu un petit peu plus contrasté, on voit un peu plus les détails, mais ça n'a pas du tout affecté les étoiles, puisque ça n'affecte que les tons foncés. Et vous pouvez donc faire la même chose avec la netteté optimisée. Donc la raison pour laquelle il y a 3 systèmes d'accentuation de la netteté, c'est aussi parce que chaque système va donner un look un petit peu différent, et il y a peut-être des situations où la netteté optimisée va vous donner le rendu que vous voulez, et il y a d'autres situations où ça sera peut-être un passo. Donc ça va dépendre de l'image et ça dépend aussi de vos goûts, donc c'est pour ça que j'ai mis les 3 versions. Mais souvent, je dirais que l'action qui me semble la plus intéressante, c'est celle-là, accentuer les micro-contrastes, donc celle qu'on vient d'utiliser, parce que ça va vraiment donner des résultats intéressants. Donc là, tout à l'heure, on avait enlevé donc le problème de dégradé en utilisant une action. Donc pour l'instant, on va désactiver ça, et on va aussi désactiver les étoiles. Et on va vraiment se concentrer sur les détails qu'il y a donc dans cette galaxie. Donc vous voyez, j'avais déjà fait quelques traitements, hein. Et j'avais d'ailleurs fait une accentuation des micro-contrastes, mais là je vous refais ça hein, pour vous remontrer. Parce que c'était pas un traitement final, c'était juste quelques tests, mais je me dis que là je peux vous remontrer. Donc déjà on voit quand même vachement bien les détails de base hein, sur cette image, alors que là j'ai pas fait d'accentuation supplémentaire, mais par contre j'ai utilisé un plugin qui s'appelle Blur Exterminator, qui m'a permis donc de vraiment restaurer beaucoup plus de netteté dans cette image, donc j'ai une très bonne base de travail ici quand même en matière de détails, enfin très bonne, tout est relatif, hein, mais on va dire qu'il est très correct. Donc ici, ce qu'on va faire, on va utiliser donc une des actions, mais qui affecte tout, donc qui n'affecte pas que les tons foncés, parce que ça va vraiment nous permettre d'accentuer même tous les petits détails. Donc déjà, par exemple, je vais juste relancer la netteté passo, comme ça vous allez voir que ça fonctionne quand même nettement mieux quand il n'y a pas d'étoiles. Donc ici, je vais remettre la valeur de tout à l'heure, donc 5 par exemple, et vous voyez, donc là c'est vraiment top, hein, parce que je peux accentuer donc tous les détails, mais sans pour autant accentuer les étoiles. Par contre, attention, souvent, ce genre d'accentuation, ça va accentuer un petit peu le bruit. Honnêtement, ici, ça va. Avec un rayon de 5 pixels, on n'est pas trop en train d'accentuer le bruit, donc ça passe, et je peux ensuite réactiver les étoiles, hein, quand je veux, vous voyez, pour avoir des détails très accentués, mais sans accentuer les étoiles. Donc c'est vraiment ça, hein, la force des starless, c'est qu'on peut travailler séparément, c'est très très intéressant. D'ailleurs, ici, rien ne nous empêche d'appliquer ça localement. Donc si par exemple vous voulez accentuer plus certains détails que d'autres, tout simplement vous ajoutez un masque, et vous prenez ensuite un pinceau, donc là je vais inverser prendre le masque, donc là pour l'instant ça ne s'applique plus nulle part, hein, puisque tout est noir, et je vais utiliser donc du blanc, et avec imaginons un flux de, je sais pas, de 30%, et je vais venir l'appliquer là où j'ai envie de l'appliquer, vous voyez? Donc je peux juste accentuer certaines zones, donc ça peut être très intéressant. Donc là ce qu'on va faire, on va supprimer ça, et on va voir la même chose, mais cette fois-ci, avec donc par exemple la netteté optimisée. La netteté optimisée par contre c'est quelque chose qui peut être puissant, mais ça dépend beaucoup du rapport signal-bruit de l'image. Donc si vous avez pas mal de bruit, je vous déconseille d'utiliser la netteté optimisée. Si vous avez très peu de bruit et que vous avez vraiment besoin d'accentuer des détails très fins, ça peut être la meilleure solution. Mais c'est vraiment pour des détails fins, vous voyez, comme les choses qu'on a par là par exemple, ça peut être intéressant de l'appliquer localement juste sur certains détails. Donc là c'est ce qu'on va faire ici. Donc ici, on a plusieurs paramètres. On a donc le niveau de gain, donc qui est à 200%, et on a ensuite le rayon. Donc ici, je vais peut-être même zoomer un peu plus, et je vais voir ce que ça donne avec différents rayons. Donc par exemple, si j'augmente un petit peu le rayon, ouais, mais vous voyez tout de suite le bruit, hein, il commence à être un peu hors de contrôle, alors que pourtant j'ai de la réduction de bruit qui est activée. Voilà, quelque chose, allez, on va laisser, je pense, à 2 pixels, c'était pas mal, 2 pixels 200%, voilà. Et on voit que, avant, après, vous voyez, c'est vraiment subtil, hein. Ça sert vraiment à accentuer des tout petits détails, à vraiment restaurer de la netteté dans des zones qui ont un rapport signal-bruit élevé. Donc ici, par exemple, voilà, je vais masquer tout ça, et je vais uniquement l'appliquer par là, vous voyez, juste pour restaurer ces quelques petits détails. Ça peut être intéressant, mais c'est l'action que j'utilise quand même le moins souvent, puisque dans la majorité des situations, c'est vraiment l'accentuation des micro-contrastes qui fonctionne le mieux, qui ajoute le moins de bruit, et qui donne les meilleurs résultats. Donc maintenant, je vous montre donc les micro-contrastes, mais dans la version complète, donc qui n'affecte pas que les tons foncés. Là, vous allez voir que c'est vachement efficace. Donc là, je lance ça.
Voilà. Et là, vous voyez, en fait, ça accentue encore plus de choses que tout à l'heure. Et ici, cette action peut vous servir à faire tout un tas de choses, puisque en modifiant le rayon et le gain, vous allez pouvoir avoir des rendus très différents. Donc, par exemple, si j'applique ça de manière globale, ça me fait une accentuation, on va dire, globale des micro-contrastes. Donc, c'est quelque chose que je peux appliquer, je pense, sur l'ensemble de l'image, et ça marche assez bien, hein, c'est-à-dire je récupère pas mal de détails, ça renforce surtout les détails, voilà. Mais par exemple, si j'avais envie d'accentuer des tout petits détails qui sont proches du centre de cette galaxie, à ce moment-là, je peux aussi créer une copie, par exemple, de mon calque micro-contraste, et cette fois-ci, je vais utiliser une accentuation différente. Donc là, je vais mettre un gain très fort, je vais mettre 100%, par exemple, mais je vais mettre un rayon moins fort, je vais mettre 5 par exemple, 5 pixels, quelque chose comme ça. Voilà, ça me semble pas mal, je vais peut-être même mettre quelque chose de plus fort encore. On va voir, voilà. Allez, je vais mettre le maximum pour voir, comme ça va me permettre de vraiment voir ce qu'il est en train d'accentuer. Donc on va essayer 10 pixels peut-être. Ouais, 10 pixels ça me paraît pas mal. Donc par exemple, hein, je vais faire par exemple avec ça, mais là maintenant je vais baisser de nouveau, donc vous pouvez monter le gain temporairement pour voir exactement ce que ça fait. Et là, je vais essayer différentes valeurs, mais je veux quand même quelque chose d'assez fort, parce que là, je vais vraiment travailler sur les tout petits détails qui sont très très lumineux. Allez, je pense que je vais peut-être même laisser 500%. Hop, voilà, comme ça, et je peux ensuite le baisser si je veux. Donc là, tout simplement, j'ajoute un masque, j'inverse ce masque, et maintenant, je vais appliquer ça localement, et je peux toujours baisser l'opacité après. Donc vous voyez, là, je vais juste l'appliquer par là, et ça va nous permettre d'accentuer fortement certains petits détails qui sont vraiment proches du centre de cette galaxie pour vraiment récupérer ces choses-là. Mais il faut faire attention parce que vous voyez, là c'est tellement fort que c'est vraiment en train d'accentuer le bruit, même s'il y a très très peu de bruit à cet endroit-là, c'est quand même en train de l'accentuer. On a aussi un petit problème au niveau du cœur, voilà, donc je vais hop, masquer ça. Mais on voit qu'il y a des petits détails qui se récupèrent, et ça qui est intéressant. Donc vous voyez, il y a des petites choses, donc ça qui est assez intéressant. Donc maintenant que j'ai fait quelque chose de très très fort, je peux aussi donc baisser un petit peu l'opacité tout simplement, ou baisser la force, donc en allant dans accentuation, je baisse le gain. Donc par exemple ici, je vais mettre à 200%. Voilà, c'est déjà beaucoup plus subtil. On peut tenter, ouais, 200%, c'était pas mal, je pense. 200%, quelque chose comme ça. On a quand même une petite accentuation du bruit. Après, vous pouvez prendre le temps pour masquer avec un peu plus de précision. Donc, par exemple, je peux venir ici, je peux masquer un peu par là, voilà. Mais je voulais vous montrer ça parce que je trouve ça super intéressant pour récupérer des détails dans des zones où on a l'impression qu'il n'y a quasiment pas de détails. Et encore une fois, là, je suis en train de zoomer comme un cochon. Donc là, je suis sur un zoom 100%. Vous voyez, là, j'étais sur un zoom 300%, je crois. Donc oui, on voit un petit peu de bruit. Mais c'est pas dramatique, et quand on regarde à une distance de visionnage plus normale, même si on est à 100%, vous voyez, ça a vachement accentué ces petits détails, et en faisant attention avec le masquage, on peut quand même intégrer ça d'une manière assez naturelle dans l'image. Donc en réalité, il y a même d'autres détails qui font le tour par là. Donc par exemple, si je viens et que je commence à peindre à différents endroits, donc voilà, quelque chose comme ça, par exemple, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a pas mal de petits détails, et donc ça peut être vachement intéressant de faire ressortir toutes ces petites choses. Voilà. Donc, vous voyez, on a quand même beaucoup de choses. Donc à une distance de visionnage normale, tout simplement, on commence à récupérer beaucoup d'informations dans le centre de cette galaxie. Donc évidemment, là, il faudrait prendre le temps, faire tout ça correctement, un peu mieux masquer, mais ça vous donne un peu une idée de ce qu'on peut faire avec ces différentes actions. Je sais que je suis allé peut-être un petit peu vite dessus, mais en gros, les versions ton foncé uniquement, c'est super pratique si vous avez une image avec des étoiles, puisque ça va vous permettre d'affecter uniquement les tons foncés. Une autre solution, c'est aussi d'utiliser un masque d'étoiles pour protéger les étoiles, mais vous pouvez utiliser les deux. Souvent, en protégeant les étoiles avec un masque, plus les tons foncés, vous allez avoir une super protection, et vous pouvez tenter que la protection des tons foncés, que avec une version ton foncé, ou que avec le masque d'étoiles, bref, c'est à vous de tester. Mais si vous avez donc un calque starless, à ce moment-là, souvent, ce sont les versions, on va dire classiques, qui vont affecter toutes les valeurs, qui vont produire les résultats les plus intéressants, parce que je vous le remontre. Donc là, par exemple, on a ça maintenant comme détail, et avant d'appliquer donc ces deux calques, on avait ça. Donc vous voyez, ça reste plutôt naturel, je trouve, dans l'ensemble. C'est évidemment à vous de trouver le dosage qui fonctionne bien pour vous, mais ça permet de vachement faire ressortir les détails. La seule petite chose qu'il faudrait corriger ici, c'est juste le centre de la galaxie qui est devenu un petit peu bizarre. Voilà, donc on va masquer ça. Non, ça va mieux. Voilà, et ensuite on peut tout simplement réactiver les étoiles, et aussi réactiver notre correction de dégradé, et donc on se retrouve maintenant avec cette version-là de l'image.
Donc pour finir cette vidéo, je vous montre très brièvement les masques de luminance, mais j'ai 2 vidéos dédiées aux masques de luminance et je vous conseille vraiment de regarder ces vidéos si vous avez envie de les comprendre, parce que c'est un sujet quand même assez complexe, on va dire, dans l'ensemble. Donc ici, ce que je vais faire, je vais désactiver ces choses-là pour l'instant, comme ça on est vraiment sur la version starless, mais on pourrait aussi le faire sur la version avec les étoiles, et je vais lancer donc l'action « Créer les masques de luminosité ». Donc cette action va créer en fait des masques qui correspondent à différents niveaux de luminosité dans l'image, et ça va nous permettre de faire des traitements ciblés, qui ciblent par exemple les tons clairs, les tons foncés, les tons moyens, etc. Donc tout simplement je clique sur Play, et on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais c'est parce qu'en réalité il vient de créer tous les masques dans les couches. Donc maintenant quand je vais dans les couches, vous voyez j'ai ton clair 1, ton clair 2, ton clair 3, etc. etc. Donc par exemple, si on regarde ton clair 1, ça correspond à ça, ton clair 2 c'est plus restrictif, ce sont donc des tons très clairs, ton clair 3, c'est encore plus restrictif, etc., etc. Et ensuite, on a l'inverse pour les tons foncés. On a ton foncé 1, ton foncé 2, ton foncé 3. Donc par exemple, un ton foncé 4, ça correspond vraiment aux zones les plus foncées de l'image uniquement. Et enfin, on a les tons moyens. Donc je vous montre un exemple avec les tons clairs. Donc par exemple, si je prends, imaginons, ton clair 2, donc je fais un CTRL-clic dessus pour sélectionner ce masque de luminance. Je clique ensuite sur RGB pour retrouver mon image normale. Et là, je vais cliquer sur une courbe, tout simplement. Et maintenant, j'ai le masque de luminance qui s'est chargé en tant que masque. Et donc là, si je baisse l'exposition, vous voyez, ça me permet de baisser l'exposition, mais uniquement l'exposition des tons clairs de l'image. Donc si je désactive et que je réactive, vous voyez, ça baisse uniquement les tons clairs. Si je désactive d'ailleurs mon masque avec Mage Click, vous voyez, c'est pas du tout pareil, hein. Si je n'ai pas de masque de luminance, ça baisse l'exposition globalement. Avec le masque de luminance, ça me permet de cibler les tons clairs pour rattraper par exemple des informations dans une zone trop claire de l'image, ou au contraire pour relever les ombres sans affecter le reste, etc., etc. Donc on peut faire tout un tas de choses avec les masques de luminance, on peut faire tout un tas de traitements très ciblés au niveau des couleurs, de l'exposition, du bruit, de la netteté, etc., etc. Mais encore une fois, j'ai 2 vidéos complètes sur ce sujet, je vous mets aussi ces vidéos en lien dans la description, puisque voilà, ça prend très très longtemps pour expliquer tout le fonctionnement des masques de luminance. Je vous montre juste la dernière action, c'est supprimer les masques de luminosité, et ça va automatiquement supprimer tous les masques. Hop, voilà. Donc comme ça, si vous avez besoin de faire le ménage, vous n'aurez pas besoin de tout supprimer manuellement. Et ça y est, nous sommes à la fin de cette très longue vidéo sur cette version 1.4 du pack d'action. J'espère que c'était suffisamment clair et que je ne suis pas allé trop vite. J'ai volontairement évité de passer trop de temps sur chaque action puisqu'il y avait tout simplement énormément de choses à dire. Mais je pense que dans l'ensemble, ça devrait être assez clair et vous pouvez évidemment me poser des questions si vous en avez. Si vous n'êtes pas encore membre du groupe Facebook, je vous invite donc à rejoindre le groupe Facebook et je vous mets le lien vers le groupe dans la description de cette vidéo. Et sur ce, je vous dis bonne journée, bonne photo et à bientôt.